Bonjour à tous, merci d'être là. Je vous propose qu'on commence cette conférence intitulée Pas de profit sur nos petits. Donc vous l'aurez compris, on va parler dans l'heure et demie qui vient de la petite enfance, c'est-à-dire des jeunes enfants de moins de 3 ans. Et quand on dit pas de profit sur nos petits, on aura un focus particulier sur la marchandisation de la petite enfance, c'est-à-dire la stratégie de certains grands groupes, de certains actionnaires pour tirer du profit de l'accueil des jeunes enfants, en particulier dans des grands groupes de crèches privées. Alors moi je me présente peut-être pour commencer, je suis William Martinet, j'ai été député des Yvelines pendant 2 ans jusqu'à la dernière dissolution, et là si j'anime aujourd'hui cette conférence sur le sujet de la petite enfance, c'est parce que pendant ces 2 ans j'ai fait un travail particulier sur la petite enfance, et j'ai notamment été l'auteur d'une commission d'enquête parlementaire sur le business des crèches privées et sur leurs dérives, commission d'enquête parlementaire qui a été lancée, qui a été mise en place et qui a délivré un rapport. Donc j'ai le plaisir d'avoir autour de moi 2 personnes qui vont participer à cette conférence. Je vais commencer par présenter Julie Marty-Pichon. Julie qui a une formation d'éducatrice de jeunes enfants, si je me trompe pas. Tu es présidente de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants. Aujourd'hui, tu travailles en maternelle dans l'éducation nationale. Tu es aussi l'auteur d'un livre dont on espère qu'il va bientôt être disponible dans la librairie des amphis. Il n'était pas tout à l'heure, mais normalement, bon. Ah, il y sera pas. Bon, mais en tout cas, un livre que vous pouvez commander dans votre librairie favori, qui est donc sur ce sujet de la petite enfance, et un livre que je vous recommande. Et j'ai également avec moi Émilie Philippe, qui est membre du collectif Pas de bébé à la consigne. Émilie est aussi professionnelle de la petite enfance et également éducatrice de jeunes enfants. Et elle nous parlera, elle, de son engagement au sein de ce collectif Pas de bébé à la consigne, dont tu nous retraceras l'historique qui correspond assez à toutes les mesures politiques régressives qui se sont abattues contre ce secteur, et un collectif qui porte non seulement la voix des professionnels, mais aussi une vision de l'accueil des jeunes enfants dans l'accueil collectif pour qu'ils soient traités correctement, pour qu'ils puissent s'émanciper, pour qu'ils puissent grandir dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc pour vous présenter un peu ces intervenants, pour vous dire la façon dont on va fonctionner, évidemment on interviendra chacun à notre tour, et on s'est donné comme objectif, là sur l'heure et demie qu'on a devant nous, de faire on va dire 3 premiers quarts d'heure d'intervention, et ensuite de laisser la parole à la salle, qu'on puisse échanger les uns les autres, enfin, vous puissiez intervenir et qu'on puisse rebondir sur vos questions, remarques, etc. Voilà. Donc ce que je vous propose, moi je voulais juste en introduction dire vraiment 2-3 mots, ensuite je laisserai la parole à Julie, à Émilie, et moi je finirai en parlant plus précisément de cette commission d'enquête parlementaire dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais juste 2-3 mots d'introduction pour vous dire que moi je suis très content qu'on puisse à ces amphis de la France Insoumise faire un atelier sur ce sujet de la petite enfance, parce que j'ai la conviction, et je pense qu'on est nombreux, que dans la vie tout est politique, qu'il n'y a aucun aspect de l'organisation sociale dans le pays dont on pourrait considérer qu'il est neutre ou qu'il est encore pire régi par des lois naturelles qui seraient immuables. On considère que tout est politique, et donc à partir du moment où tout est politique, ça veut dire que dans chaque secteur de la société, il y a un combat pour l'émancipation. Un combat contre des formes de domination, contre des inégalités, et pour l'émancipation. Et moi je suis convaincu que le secteur de la petite enfance, comme tous les autres, c'est un secteur qui mérite à ce qu'on s'y intéresse politiquement pour pouvoir mener ce combat pour l'émancipation. Parce que au sein de cette question qui est comment on permet aux jeunes parents d'accueillir leurs enfants, comment on permet à ce que ces enfants ils soient accueillis par la société en accueil collectif, en accueil individuel, comment est-ce qu'on leur permet de grandir, on comprend bien que dans toutes ces questions, il y a des questions politiques fondamentales qui sont celles du patriarcat, qui sont celles de l'exploitation capitaliste quand je parlais de marchandisation de la petite enfance, et que donc nous, en tant que militants politiques, on ne peut pas laisser ces questions de côté comme si elles ne nous intéressaient pas, comme si elles ne nous concernaient pas. Il faut qu'en tant que militantes et militants politiques, on parle de la petite enfance. Il faut qu'on aille à la rencontre des professionnels de la petite enfance
pour les écouter, prendre en compte leurs revendications, montrer qu'on a un programme politique qui correspond à leurs aspirations. Il faut qu'on échange avec les parents qui sont concernés par cette question pour leur montrer que notre projet politique, et notamment la construction d'un service public de la petite enfance, ça répond aux besoins sociaux qu'ils expriment et que c'est le meilleur moyen pour eux de vivre d'une belle manière l'arrivée d'un jeune enfant et l'accueillir dans leur vie, dans leur famille et dans la société. Bref, faisons de la politique avec ce sujet, ça me paraît important parce que finalement, ne pas faire de la politique avec la petite enfance, quoi de plus sexiste que ça? Ce serait considéré que ce serait un sujet mineur parce qu'un sujet féminin, un sujet secondaire. Nous, c'est pas ce que nous pensons. Nous pensons que, comme tous les autres, c'est un sujet qui est important et c'est pour ça qu'on fait cette conférence. C'est pour ça qu'on y donne du temps politiquement. C'est pour ça qu'on élabore un programme et c'est pour ça qu'on est aux côtés des professionnels et des parents quand ils se mobilisent sur ces questions, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, de pourquoi c'est important de travailler la question, allons-y. Rentrons dans le vif du sujet. Et donc, Julie, si tu veux bien, tu es la première à intervenir pour cette conférence. Merci, William. Merci pour l'invitation à pouvoir échanger avec vous sur cette question qui n'est pas un sujet politique, comme tu le disais, très vendeur. Hein. Ça fait pas partie des grands débats télévisés dont on a l'occasion de voir assez régulièrement. C'est un sujet qui est souvent qui est très peu abordé, voire s'il est abordé en fin de débat, ce qui fait qu'en fait on a 2 minutes pour en parler. Sauf qu'en fait c'est un enjeu majeur. Et moi j'ai la tâche de voir ça d'un peu plus global, dans le sens où on parle de politique publique de la petite enfance, mais il faut, pour pouvoir parler de ces politiques, d'abord s'intéresser à ce que c'est qu'un jeune enfant. Un jeune enfant, c'est un être humain, fragile et vulnérable, qui dépend forcément des adultes pour pouvoir bien grandir. Une fois qu'on a posé ça, on se dit que certes, on peut discuter de ce qu'est de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. C'est aujourd'hui c'est l'axe majeur aujourd'hui de la politique petite enfance dans notre pays. Sauf que si au départ, on ne se pose pas la question de ce qu'est un jeune enfant, de ce qu'il a besoin, et de pourquoi c'est important de s'occuper de lui pour les années futures, du coup, on va en arriver forcément à des politiques qui seront forcément un échec. Aujourd'hui, quand on parle de service public de la petite enfance, on parle surtout de places d'accueil. Vous entendez souvent, il manque je ne sais combien de places en crèche, c'est difficile de trouver une place, dès que je veux reprendre le travail, etc. etc. Sauf que ce soit en crèche ou chez les assistants maternels d'ailleurs, sauf que si on prend le sujet que par ce biais-là, encore une fois, on en oublie que c'est quand même un système qui est quand même assez vaste et qu'on ne résoudra pas tous les problèmes que l'on a aujourd'hui dans le secteur, et Émilie pourra y revenir plus longuement, que si on ne parle que du nombre de places qu'il nous manque. Parce que ça fait 20 ans qu'on ne raisonne qu'en termes de places. Et que quand on sait ce qu'ont besoin les jeunes enfants, et qu'on sait aujourd'hui, même depuis un bon nombre d'années, ce qu'il faut faire pour qu'ils grandissent bien et qu'ils puissent, ce qu'on appelle nous, avoir un développement harmonieux, il faut en passer par d'autres politiques que celles de la politique de la place. Depuis 20 ans, on régit le cadre réglementaire des accueils collectifs, de l'accueil chez les ASMAT, on parle de congé parental, etc. Sauf que toutes les mesures qui sont prises, je me fais attaquer par une mouche, toutes les mesures qui sont prises vont à l'inverse de ce que les jeunes enfants auraient besoin pour grandir correctement. On est également dans une société aujourd'hui qui est toujours, j'allais dire assez, mais non, qui est toujours patriarcale, et où la question de la maternité pour les femmes est une pression constante dans la société. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, ça n'ira jamais. Quelques exemples. On ne fait pas d'enfants parce qu'on a décidé de ne pas en faire, ça ne va pas. On est une mauvaise femme, parce qu'on ne devient pas mère. On les fait tardivement, ça ne va pas non plus, parce qu'on est trop vieille. On fait beaucoup d'enfants, ça ne va pas non plus. On n'en fait qu'un, oh là là, il est tout seul. On veut allaiter, c'est un problème. On le met au biberon, ça devient aussi un problème. On reprend le travail tout de suite après le congé maternité, c'est-à-dire 2 mois et demi aujourd'hui. Ça devient un problème parce que tu te rends compte quand même, c'est super tôt, tu le laisses, ton petit. On veut rester 3 ans à la maison, ah mais là aussi c'est un problème, tu vas pas rester mère au foyer quand même. Il faut que tu reprennes ton activité professionnelle.
C'est le paradoxe en permanence et l'injonction en permanence. Et il me semble qu'on ne pose pas toutes ces questions aux hommes, quand même, quand ils deviennent papas. Bon. Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui nous indique tout ça. Et à côté de ça, on a une problématique en France et qui a quand même quelques décennies de retard sur certains voisins européens et ailleurs, c'est que considérer l'enfant comme un être à part, un être humain à part entière, un sujet à lui tout seul, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a ratifié il y a plus de 30 ans la Convention internationale des droits de l'enfant. On s'est encore fait épingler l'année dernière par le Comité des Nations Unies des droits de l'enfant pour nous dire que on avait fait la loi de 2019. Donc, c'est quoi la loi de 2019 ? C'est la loi qui dit que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Cette loi, qui est donc a été votée en 2019, n'a été suivie d'aucun projet de prévention, de médiatisation, etc., etc. Au point que, c'est une anecdote que je racontais tout à l'heure, cet été, j'étais de mariage. Et quand il est venu la lecture des articles du Code civil à mes amis qui se mariaient, que je connais l'article à peu près par cœur, donc j'attendais la phrase avec impatience parce que je l'avais pas entendue, j'avais pas été de mariage depuis 2019. Elle n'est pas venue. C'est-à-dire que les agents de la mairie n'ont pas modifié ce qu'ils devaient dire au moment de l'union de mes amis. Ça veut dire que cette information qui date de 2019, on est en 2024, n'est pas remontée, en tout cas dans ma collectivité. Une fois qu'on a dit ça, c'est une petite digression pour vous dire que si on parle de mode d'accueil sans se soucier des conditions d'accueil de qualité des bébés, ça ne fonctionnera pas. Si on sait aujourd'hui qu'on a une pénurie des professionnels de la petite enfance et un peu partout dans tout ce qui est des métiers du lien et de l'accompagnement des êtres humains dépendants et vulnérables. Si on ne traite la question de la pénurie des professionnels que par le fait de, comme il faut absolument qu'on garde les enfants, eh bien, il faut qu'on déqualifie et donc on aura des personnes de moins en moins qualifiées. Ça ne fonctionnera pas non plus parce que bientôt, à terme, en continuant comme ça, vous n'aurez plus aucun professionnel qualifié dans les structures d'accueil à la petite enfance. Si on ne continue à ne pas donner de bonnes conditions de choisir leur parentalité aux mères, alors je sais que dans les mouvements comme ici, on s'attache beaucoup aux questions d'égalité hommes-femmes et c'est très bien et tant mieux et il y a eu d'énormes avancées. Il se trouve quand même que la question de la parentalité aujourd'hui, c'est quand même un sujet de maternité et de savoir comment ça va se passer pour elle. Toujours est-il que si on n'a pas de vraies mesures sur la question du congé parental. Dernièrement, il y a alors ça s'est arrêté là, mais il y avait une réforme en cours pour le congé parental. Les macronistes voulaient réformer le congé parental. Ils nous proposaient aux dernières réunions de concertation un congé parental de 6 mois après le congé maternité à se répartir entre les deux parents, donc 3 mois chacun, avec une rémunération plus importante. La question qui se pose, c'est ok, ça veut dire que 2 mois et demi plus 6, ça fait 8 mois et demi. Ça veut dire qu'aux 8 mois et demi de bébé, si derrière, vous n'avez pas anticipé le fait que ces bébés, parce qu'il y aurait plus après cette réforme-là, il n'y aurait plus de droit, on ne pourrait plus rester jusqu'à 2 ou 3 ans, jusqu'à l'entrée à l'école maternelle de l'enfant, à la maison. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas les modes d'accueil derrière ? Et je parle de tout ça parce que c'est pas juste, quand je dis c'est pas juste le nombre de places, c'est que vraiment on est sur un sujet très global dont les briques s'imbriquent les unes avec les autres et que tout ça forme un système. Et que si aujourd'hui on veut créer un service public de la petite enfance et qui aujourd'hui encore une fois n'est que sous l'aune de faire en sorte qu'il y ait des places pour chacun s'il en a besoin, on ne réglera pas l'entièreté des problèmes. Et si on n'a pas des mesures fortes, urgentes, sur le fait, par exemple, de dire aujourd'hui,
c'est quand même très compliqué dans le secteur, avec des conditions d'accueil et de travail des professionnels qui sont inimaginables. Hein. Il faut se rendre compte que parfois on peut être tout seul avec 8 bébés qui ne marchent pas et dont il faut assurer l'accompagnement et l'éveil toute la journée. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en termes de conditions d'accueil. J'en vois sourire, mais déjà certains avec 1 ou 2 à la maison, ils sont dépassés. Donc imaginez ce que ça peut donner dans des conditions. C'est-à-dire que ça pleure, ça crie, etc., etc. Toujours est-il que si on n'a pas des mesures fortes et de dire qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, si les mesures ne sont pas prises de façon très forte sur la formation des professionnels, sur l'ouverture des centres de formation et sur surtout les conditions d'accueil des bébés, je reste là-dessus parce que c'est vraiment un pilier fondamental. C'est-à-dire que nous, on se bat pour que les taux d'encadrement soient les plus hauts possibles. C'est-à-dire qu'on ait moins d'enfants pour une seule personne. Aujourd'hui, c'est un adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas et un adulte pour 8 enfants qui marchent. Voilà les ratios. Je vous laisse imaginer le temps de repas quand il faut faire manger 10 bébés en même temps, entre ceux qui sont en diversification, ceux qui commencent à manger tout seuls, ceux qui sont encore au biberon, et celui qui peut-être dont la mère vient l'allaiter entre midi et 13h. Voilà, c'est intenable. Et donc aujourd'hui, il faut avoir le courage de pouvoir dire que, parce que j'ai fait partie dans mon secteur en tout cas, avoir milité pour les candidatures NFP de ma circonscription. Et sur le programme de la petite enfance, il était écrit noir sur blanc que le NFP s'engageait à créer 500 000 places d'accueil sur la mandature. Bon, j'ai appelé William. J'ai dit, c'est quoi ce bazar? Parce qu'en fait, c'est juste pas tenable en fait. Alors, c'est joli sur le papier. Hein. Il manque 200 000 places aujourd'hui. Hein. Mais en fait, aujourd'hui, il faut pouvoir avoir le courage de dire en termes de politique et même de politique locale, hein, de dire tant que les conditions de qualité ne sont pas réunies, c'est-à-dire les conditions de travail des professionnels, les conditions d'accueil des bébés, on arrête la catastrophe. Parce que c'est sûr, ça va mettre des parents dans la panade. Hein. Là-dessus, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire que ça va être plus compliqué pour trouver un mode d'accueil et ce sera peut-être plus compliqué pour prendre le chemin du travail, etc. Mais derrière, ce sont des bébés qui, eux, n'ont rien demandé. Et on ne peut plus mettre en insécurité ni les enfants, ni les professionnels dans ce secteur de travail qui est juste fondamental pour les générations futures. Je vous remercie. Merci Julie. Avant de donner la parole à Émilie, je me permets de rebondir sur ce sujet que tu as évoqué et qui, je pense, est important sur, si ce n'est la contradiction, en tout cas la dualité entre qualité et quantité des places d'accueil des jeunes enfants. Donc là, tout le monde l'aura compris, la question c'est d'ouvrir des places en accueil collectif, donc ce qu'on appelle le plus vulgairement les crèches. Et la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que le métier est difficile, il est mal rémunéré, il y a une pénurie de professionnels, et donc il y a une difficulté à recruter suffisamment de professionnels pour ouvrir des places. Et c'est vrai, moi ça c'est un constat que je partage complètement, et le travail qu'on a fait au sein de la commission d'enquête parlementaire, je pense, a réussi à le démontrer, c'est qu'il y a eu une stratégie depuis au moins 2 décennies qui a été tournée uniquement vers la question de l'ouverture de places. L'objectif, c'était de faire plus de places d'accueil en crèche avec des bons arguments, parce que derrière, c'est le besoin social des familles et notamment des femmes qui est j'ai besoin d'avoir une place en crèche pour mon enfant pour que je puisse retrouver du travail. Mais le fait de prendre uniquement sous l'aspect des créations de places, ça a amené effectivement à des dérives. De un, ne pas se préoccuper de la question de la qualité de l'accueil. Et du coup, quand la tension s'est exprimée de il faut ouvrir des places, mais on n'arrive pas à avoir suffisamment de professionnels qualifiés, bah, quelle est la décision qui a été prise? Mais là, je développe pas parce qu'Émilie en parlera plus. Et ben, on va baisser les normes. Voilà, si on n'a pas assez de professionnels, mais qu'il nous faut toujours plus de places, et ben, on va prendre des professionnels moins qualifiés, et puis on aura moins de professionnels par enfant, etc. Et l'autre chose dont je parlerai moi plus tout à l'heure, c'est que dans cet objectif de création de places, à partir du moment où les pouvoirs publics ont dit « moi je veux ouvrir des places à tout prix », bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des acteurs qui ont pointé le bout de leur nez, les acteurs privés lucratifs, et qui ont dit « ah, il faut ouvrir des places pour pas cher, dans des mauvaises conditions. Ah, moi je suis volontaire, il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire ça très bien ». Et ça, c'est le développement du secteur privé lucratif. Et moi je pense qu'on est aujourd'hui dans la situation où pendant des années à privilégier la quantité sur la qualité, et ben le résultat c'est qu'aujourd'hui on arrive à avoir
ni l'un ni l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est une nuance par rapport à ce que tu as dit, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'état des pouvoirs publics, c'est qu'ils ne sont même plus capables de privilégier la quantité par rapport à la qualité, parce que la réalité, c'est qu'il y a tellement de pénurie de professionnels qu'on n'arrive plus là à ouvrir des places supplémentaires. Effectivement, c'est l'inverse. Ce que nous disent toutes les collectivités territoriales, c'est qu'elles sont en train plutôt de fermer des places en crèche. Donc, même cette logique de dire on veut de la quantité au détriment de la qualité, même ça marche plus parce que maintenant, on n'a ni l'un ni l'autre. On n'arrive plus à ouvrir des places alors que les demandes augmentent et les conditions de travail et d'accueil sont toujours de mauvaise qualité. Donc, on arrive à rien faire là-dessus. Et là où, pour le coup, je partage tout à fait ta logique, Julie, c'est qu'il faut qu'on reprenne les choses dans l'autre sens. Et je vais le présenter d'une façon qui, pour nous, les insoumis, va nous sembler tellement naturelle. Notre programme politique, c'est de gouverner par les besoins. Et donc, qui dit gouverner par les besoins, quel est le besoin social? Il faut accueillir les jeunes enfants dans de bonnes conditions pour que leurs parents, et notamment leur mère, puissent retourner au travail si elles le souhaitent, et pour que ces enfants puissent avoir un développement harmonieux, pour reprendre l'expression que tu as utilisée. Donc, à partir du moment où on part de ce besoin social, il faut accueillir correctement les enfants, eh bien, on gouverne en fonction de son besoin. Donc, s'il faut accueillir correctement les enfants, de quoi on a besoin? On a besoin de suffisamment de professionnels avec un haut niveau de qualification pour le faire. Et je crois que c'est là où on arrivera à être parfaitement d'accord, c'est que la question de comment on valorise le métier, on développe la formation et on augmente les qualifications des professionnels de la petite enfance, c'est ça la clé de tout. À partir du moment où on va miser fortement là-dessus, on va investir dans la formation et le recrutement de ces professionnels, eh bien on arrivera, alors effectivement, pas du jour au lendemain, il n'y a pas de magie ni dans les politiques publiques ni dans le reste. C'est pas du jour au lendemain qu'on va créer X centaines de milliers de places avec un excellent taux d'encadrement et un haut niveau de qualification des professionnels. Mais en tout cas, c'est le chemin à avoir parce que plus et mieux on va former ces professionnels et on va les recruter, plus on va pouvoir progressivement créer ces places dans de bonnes conditions. Et donc là, réussir, ce qui est bien sûr l'objectif, c'est-à-dire de faire l'alliance entre la quantité et la qualité. Il faut qu'on arrive à avoir les deux en même temps. Voilà, une fois que je me suis permis de dire ça pour rebondir sur ce que disait Julie, mais on aura peut-être l'occasion, si vous souhaitez dans le débat, de continuer cet échange sur cette question-là. Je laisse la parole à Émilie. Alors Émilie, on s'est dit, toi tu es donc aussi professionnelle de la petite enfance, tu es impliquée dans ce collectif Pas de bébé à la consigne, que peut-être certains d'entre vous connaissent parce que dans la petite enfance, les principaux mouvements sociaux qui ont eu lieu ces dernières années, ils ont souvent été impulsés par ce collectif Pas de bébé à la consigne, avec cet angle original. Moi je me permets de le souligner parce que quand je me suis intéressé au secteur, je l'ai constaté, c'est que à la fois ce sont des professionnels qui évidemment revendiquent autour de leur métier et de leurs conditions de travail, mais avec également tout de suite l'angle de l'intérêt général, de la qualité du service qui est proposé aux usagers et en l'occurrence la qualité de l'accueil qui est fait aux enfants, et cette capacité de lier les revendications des professionnels et la qualité de l'accueil des enfants est à mon avis une des particularités, une des forces de ce collectif. Mais Émilie, je te laisse nous raconter un petit peu plus comment est-ce qu'il s'est constitué, quelles ont été ses mobilisations et puis surtout soyons opérationnels, là en cette rentrée, quelles sont les batailles que vous avez à mener et comment nous les insoumis on peut vous aider à mener ces batailles. Merci William, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Du coup je vais essayer dans le temps qui m'est donné de vous raconter un petit peu justement l'histoire de la création de ce collectif et puis en faire un lien avec l'évolution de la réglementation de la petite enfance et l'arrivée du secteur privé. Donc le collectif il a été créé en 2009. Mais pour comprendre pourquoi il y a eu cette création, au-delà de la volonté, de la motivation de quelques personnes, parce que ça part de là, il faut savoir que la réglementation des modes d'accueil, en fait, elle est assez récente. Julien en a un peu parlé tout à l'heure. Pendant très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, se côtoient dans les structures essentiellement deux domaines, celui du médical, avec plutôt les puéricultrices, les infirmières, les auxiliaires de puériculture et les éducateurs et éducatrices de jeunes enfants qui ont réussi à faire leur bout de chemin depuis quelques années. Mais avant les éducateurs de jeunes enfants, c'est les jardinières d'enfants, qui est créé en 1973. Et là, il y a eu un premier décret en 1974 qui a commencé à régir un petit peu le fonctionnement des modes d'accueil. Et il a fallu attendre 2000, donc près de 25 ans après, pour qu'il y ait un nouveau décret et qui, pour l'anecdote, moi j'ai passé ma formation entre 2002 et 2004 et vraiment ce décret
l'école de formation nous en parlait énormément parce que c'était un décret qui notamment obligeait les structures à avoir un projet pédagogique. C'était une première et c'était une reconnaissance de nos professions et il s'agissait de dire on n'accueille pas les enfants n'importe comment, on ne fait pas les choses parce que ça nous semble sympa, mais on met du sens dans nos pratiques, on explique pourquoi on fait les choses et du coup les professions, voilà, ça allait plutôt dans le bon sens. Donc ce décret, il a permis de définir par exemple la taille des structures, qui pouvaient occuper des postes de direction, voilà, un certain nombre de choses. Donc là, on est au tout début des années 2000. À ce moment-là, on est sous la présidence de Jacques Chirac et il y a un grand plan crèche qui est annoncé avec 40 millions à l'époque qui sont annoncés pour créer des places. Là, il y a un homme d'affaires, monsieur Rodo Kanashi, qui a fondé un réseau de crèches privées, les Petits Chaperons Rouges. Donc pour ceux qui sont à la petite enfance, peut-être vous connaissez, et qui a œuvré, mais de manière très, très forte, pour que la petite enfance s'ouvre au secteur privé. Et l'objectif, c'était de pallier le manque de place, parce que comme ça a été dit précédemment par Julie et par William, pendant très longtemps, et c'est encore le cas quand même aujourd'hui, la question de l'accueil de la petite enfance, elle était vue d'un point de vue quantitatif et absolument pas qualitatif. La question, c'était vive l'égalité professionnelle, permettons aux femmes de revenir au travail, donc créons des places. Mais sans à aucun moment se soucier de c'est bien de créer des places, mais ceux qui sont dans les structures, qui sont accueillis, c'est pas les parents, ce sont les enfants. Donc comment est-ce qu'on les accueille? Donc nous, en tant que professionnels, c'était des questions qui étaient très importantes, mais absolument pas au niveau politique. Donc, à partir de ce moment-là, dans ces années-là, il y a aussi un crédit d'impôt qui est créé, qui permet aux entreprises qui réservent des berceaux dans des crèches d'avoir des subventions. Donc c'est comme ça que le privé commence tout doucement à s'installer. Et ensuite, les années se passent, on arrive en 2007, et là, il y a le décret de 2000 est modifié. Ils apportent des précisions, toujours qui peut exercer dans les crèches, qui peut prendre des postes de direction. Et notamment, il y a un point très important pour la suite dans ce décret, c'est la création des micro-crèches. Donc les micro-crèches, à la base, elles pouvaient accueillir 9 enfants. Et l'objectif, c'était d'être plutôt destiné aux zones rurales. Parce que créer une grande crèche là où c'est assez parsemé, où il y a, enfin voilà, ça répondait à une demande. Mais vous allez voir qu'après, le privé, bien évidemment, va s'engouffrer là-dedans. Mais on y reviendra. Et donc, en 2007... Donc le décret est modifié avec la création des micro-crèches et en parallèle, la présidence a changé, c'est Nicolas Sarkozy qui arrive et qui fait une commande et qui demande à une députée un rapport sur l'état de l'accueil de la petite enfance en France. Dans ce rapport, il y a un certain nombre de préconisations qui, pour les professionnels, les quelques professionnels d'entre nous qui s'intéressons un peu au sujet et qui mettons le nez dedans, on se rend compte qu'il y a des préconisations dans ce rapport qui nous inquiètent beaucoup. Notamment le développement des crèches d'entreprise. Bon, ça peut être intéressant pour les parents, mais la question du privé nous questionnait déjà. Le fait d'abaisser le taux de professionnels les plus diplômés dans les structures, d'avoir plus de souplesse pour l'accueil d'enfants en surnombre. Il y avait aussi une mesure, alors qui n'a pas vu le jour fort heureusement, mais qui proposait aux personnes retraitées et sans limite d'âge de pouvoir cumuler retraite et emploi. Et donc, comme il manquait déjà du monde dans les crèches, faisons appel aux retraités. Donc, le décret passe. Et dans cette période également, il y a au niveau européen une directive qui s'appelle la directive Services, qui est publiée fin 2006. C'est une directive qui vise à libérer la concurrence et à fluidifier la circulation des biens, des personnes entre les pays. Et la France décide de ratifier cette directive Services en 2009 et a la très bonne idée, bien sûr c'est ironique, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas fait ce choix, d'inclure la petite enfance ainsi que par exemple l'aide à domicile dans cette directive. Donc à partir de ce moment, à partir de 2009, la concurrence est autorisée. Et alors là, le privé va s'engouffrer dedans et vont émerger tout un tas d'entreprises de crèches privées dont les 4 plus connues sont Babylou, People and Baby pour ceux qui sont des secteurs, les Petits Chaperons Rouges qui sont toujours là et la Maison Bleue. Donc là, on est dans un contexte de libéralisation du secteur. Comme je disais, il y avait des décrets qui étaient sortis qui venaient plutôt assez positivement dire vos métiers se professionnalisent. Et là, en quelques années, on voit les choses se dégrader
Et donc, à l'initiative de représentants d'organisations syndicales et professionnelles, il y a une volonté de se réunir, de réfléchir ensemble et de se dire, là, l'évolution du secteur, elle ne nous convient pas. Donc, mettons-nous autour d'une table, discutons tous ensemble et essayons de faire une liste de revendications communes de ce qui nous semble être nécessaire pour l'accueil du jeune enfant. Et c'est comme ça que naît le collectif Pas de bébé à la consigne. Donc au début, et c'est toujours le cas aujourd'hui, plusieurs syndicats, organisations de professionnels, représentants de centres de formation, de psychologues, de médecins de PMI, s'assoient ensemble. Et c'est vraiment une première. Il faut imaginer qu'en plus, mettre plusieurs syndicats autour de la même table, c'est pas toujours simple. Les conversations n'étaient pas toujours évidentes, mais comme on était tous des professionnels du secteur, il y avait vraiment cette envie de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est mettre l'enfant au centre des discussions. Et pour l'anecdote, c'est depuis qu'il y a eu la loi Ségur qui a permis des augmentations de salaire assez importantes, et ce qui est tout à fait... Enfin voilà, c'est pas du tout une remise en question, mais la petite enfance a été exclue, que le collectif a décidé d'ajouter sur ses tracts les revendications salariales, les revalorisations salariales qui deviennent vraiment une nécessité. Mais jusqu'à présent, c'est pas qu'on se l'interdisait, mais vraiment, on se disait, les politiques qui nous parlent de chiffres, nous, ce qu'on veut, c'est parler, c'est d'humain. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, c'est quoi pour nous? Qu'est-ce qu'il faut pour bien accueillir un jeune enfant? Donc c'est comme ça que le collectif se crée. Et s'ensuivent des mobilisations, un lancer de biberon dans la Seine, qui a valu du coup un peu de commissariat pour une petite garde à vue pour les collègues qui l'ont fait. Enfin voilà, vraiment en 2010, il y a eu plus de 10 000 professionnels dans la rue à Paris, c'était vraiment assez énorme. Mais on n'a pas été assez fort face à Nadine Morano, qui a publié son décret le 7 juin 2010. Et donc, le taux de professionnels les plus diplômés est abaissé à 40%. Les microcrèches voient leur réglementation allégée. Donc, il faut savoir que les microcrèches, en termes de qualification et au niveau de direction, ils ont droit à des dérogations par rapport aux autres types de crèches. Donc, ils reviennent forcément moins chers. Il y a aussi l'augmentation de la capacité d'accueil en surnombre. Enfin voilà, donc tout un tas de choses qui ne nous conviennent pas du tout. Et dans les années qui suivent, le collectif continue de mener des actions, des pétitions, des soirées débats, des conférences, des cartes postales qu'on fait directement envoyer à l'Élysée. Enfin voilà, on essaie vraiment de mener différentes actions. Il y a même, parce que le collectif n'est pas une association, c'est vraiment une volonté de personnes de discuter ensemble, mais on n'a pas d'entité juridique, on n'a pas de trésorerie. Donc, toute l'organisation de manifestations ou d'actions qu'on veut mener demande l'appui des organisations qui le composent. Et il y a même eu un recours en Conseil d'État, puisque suite à ce décret, on a voulu dire ça va contre la Convention internationale des droits de l'enfant, vous baissez les qualifications, donc ça va à l'encontre du bien-être et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le décret a été rejeté. L'avis a été rejeté, pardon. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de tout ce qui s'est passé. Il y a eu un petit espoir en 2012, sous la présidence de François Hollande, où il y avait une annonce officielle de l'abrogation du décret qui n'a jamais eu lieu. Et ensuite, j'avance dans le temps. Donc, en parallèle, le privé continue de se développer. On arrive en 2018, et là, les organisations, plusieurs qui font partie du collectif, sont invitées à des groupes de travail qu'une nouvelle réforme arrive. Donc là, on veut bien laisser le bénéfice du doute, mais on ne le sent pas très très bien. Donc, le collectif redemande des rendez-vous. Et entre-temps, s'invite la crise sanitaire qui complique les choses au niveau législatif. Fin 2019, si vous vous souvenez aussi, il y avait de très 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 grosses mobilisations contre une réforme des retraites qui était prévue à ce moment-là. Donc la petite enfance, vraiment, c'était un sujet qui a été relégué en arrière-plan. Donc ils ont remis un article dans une autre loi pour pouvoir légiférer. Enfin voilà, ça a pris du temps, ça a été long. Et au final, les textes ont été publiés en 2021. Et là où il avait été annoncé que normalement cette réforme devait se faire avec une qualité d'accueil égale, bien évidemment que ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a des mesures qui peuvent sembler, quand on n'est pas de la petite enfance, prises une par une, pas si dommageables que ça, mais mises bout à bout, c'était encore dégrader le secteur. Donc, pour vous dire, par exemple, l'accueil en surnombre, ils ont modifié le mode de calcul qui fait que finalement, c'était possible d'accueillir encore plus d'enfants qu'avant. On avait demandé enfin, je reviendrai après sur les propositions. Ils ont introduit donc, si vous ne connaissez pas, le taux d'encadrement dans les crèches, c'est un professionnel pour 8 enfants qui marchent
et un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas. Et ils ont introduit une nouvelle possibilité, c'est à l'employeur de décider, de choisir un taux unique d'un professionnel pour 6 enfants. Donc c'est pas bien compliqué de se dire que potentiellement pour des enfants qui ne marchent pas, une professionnelle peut avoir un bébé en plus à s'occuper. Donc là où tout le monde nous dit bien évidemment que non, mais dans les faits, il y a la théorie et la pratique. Donc dans cette réforme, voilà, ils introduisent aussi une notion de service aux familles, alors qu'il y avait déjà eu un gros rapport en 2016 de Madame Sylviane Giampino, vice-présidente du Haut Conseil de l'enfance et de la famille, si vous en avez déjà entendu parler, qui expliquait bien le fait que la petite enfance, on n'est pas là pour rendre un service, ça va bien au-delà de ça. Les parents ne sont pas des clients, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on voit les choses. Donc je vous ai parlé de l'accueil en surnombre, du taux d'encadrement, des fonctions, par exemple pour les fonctions de direction, ils ont supprimé l'obligation d'avoir une expérience de terrain. Donc on peut sortir, être diplômé et avoir directement un poste de direction, là où nous, ça nous semble vraiment indispensable d'exercer au moins son cœur de métier. Avant, c'était 3 ans qui étaient obligatoires. Et voilà, les années passant, nous, ayant des remontées de terrain, on a créé en 2021, le site existe toujours, un hashtag qui s'appelle Petite Enfance en péril. On a reçu des centaines de témoignages de professionnels et aussi beaucoup de personnel de direction qui nous expliquaient la charge administrative qui a augmenté au fur et à mesure des années, les professionnels qui nous disent qu'elles ne se retrouvent plus dans leur travail parce qu'elles n'arrivent pas à travailler selon leurs valeurs. Elles, ce qu'elles voudraient, c'est pouvoir personnaliser l'accueil, prendre du temps. Et là, malheureusement, les places se créent, mais en parallèle, les écoles de formation n'ouvrent pas plus de places. Donc, créer des places, mais s'il n'y a pas plus de professionnels qui sortent chaque année des écoles, à un moment donné, ça crée forcément un problème. Et arrive malheureusement quelque chose de terrible. Si vous avez suivi l'actualité au niveau de la petite enfance, en juin 2022, malheureusement, il y a eu la mort d'une petite fille de 11 mois dans une crèche privée à Lyon. Donc ça a été vraiment un séisme dans le secteur et que dans les médias aussi. Là où c'était beaucoup les médias spécialisés qui nous appelaient lors des mobilisations, là tous les médias se sont mis à nous appeler. Et dans les jours qu'on suivit, le ministre en exercice à ce moment-là, Jean-Christophe Combe, a demandé un rapport à l'Inspection générale de l'action sociale qui a été rendu en avril 2023 et qui est venu dire noir sur blanc tout ce qu'on disait depuis des années. Donc à la fois, ça a été assez dur parce que c'était un soulagement de enfin être reconnu dans ce qu'on disait, et à la fois, c'était terrible de se dire qu'il a fallu qu'il y ait un drame pour qu'il y ait des choses qui bougent concrètement au niveau politique. Et de faire reconnaître le fait qu'il y a un problème systémique au niveau de la petite enfance. Et on suivit après de plusieurs rapports, une mission flash de la délégation des droits de l'enfant à l'Assemblée nationale, un autre rapport commun entre l'IGAS et l'Inspection générale des finances sur les financements des microcrèches, et l'attendue aussi commission d'enquête parlementaire qui a pu voir le jour, c'était important. Mais c'est William qui en parlera le mieux. Des livres aussi, donc celui de Julie, mais également 2 autres livres qui s'appellent Le prix du berceau eBay Business, que vous avez peut-être entendu parler dans les médias. Donc voilà, là d'un coup, et c'est ce qu'on... Voilà, on est ravis aussi d'être là aujourd'hui parce que ça nous permet de parler de ce sujet qui nous semble vraiment essentiel et qui a besoin d'être mis en lumière. Et aujourd'hui, la situation dans le secteur, c'est vraiment l'aboutissement d'un long processus où à la fois la baisse de la des normes de fonctionnement et l'arrivée du privé ont entraîné le secteur dans une crise aujourd'hui qui existe, qui est concrète, qui est là. Et non seulement le privé a des impacts auprès des familles parce qu'il y a des modes de financement différents, mais c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais pour dire que voilà, je vais vous parler de la création des microcrèches qui ont des structures qui coûtent moins cher. Selon le mode de financement, ça revient aussi plus cher pour les familles. Donc elles n'y sont pas. Il y a des places qui sont créées, mais elles ne sont pas forcément gagnantes non plus. Et pour les équipes, d'avoir la question de rentabilité au-dessus de la tête, de parler de satisfaire des clients. C'est des nouveaux termes qui sont arrivés dans ce travail, mais là, c'est pas que la petite enfance. On se souvient du scandale dans les EHPAD il y a quelques années, on retrouve des similitudes malheureusement, et c'est le problème aujourd'hui.
Et donc aujourd'hui, on est en train de mettre à jour au niveau du collectif Pas bébé à la consigne 20 propositions qu'on avait écrites en 2022 et qui sont pour nous des indispensables pour que l'accueil soit réellement de qualité. Donc je vais bien évidemment pas tous vous les citer et ils sont disponibles. Voilà, on a un site, ils sont très facilement accessibles. Mais notamment, par exemple, la question du taux d'encadrement, pour nous, elle est indispensable d'améliorer le taux d'encadrement. Donc on est parfaitement conscient qu'en plus, il manque des professionnels aujourd'hui pour les places existantes. On ne va pas pouvoir du jour au lendemain améliorer ce taux facilement. Mais en tout cas, il faut que la législation, la réglementation permette d'y tendre dans les années à venir. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un taux unique d'un professionnel pour 5 enfants, mais en visant à l'améliorer dans les années qui suivent. De revenir, par exemple, au minimum dans les équipes à 50% de professionnels diplômés d'État. Ça nous semble être un minimum, bien évidemment qu'il faudrait plus. Et je n'ai pas évoqué non plus la commission des 1000 premiers jours, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui était une commission commandée par Emmanuel Macron, et c'est Boris Cyrulnik qui présidait cette commission, qui a fait un énorme rapport dans lequel il y a un passage sur les modes d'accueil. Il y a beaucoup de préconisations de la commission des 1000 premiers jours qui rejoignent celles qu'on fait aussi au collectif et qu'on défend, mais qui n'ont pas été prises en compte, hormis la question de l'allongement du congé paternité. Voilà. Il y a aussi la question, on n'a pas beaucoup évoqué, mais très importante. Julie parlait tout à l'heure des différences qu'il y a avec d'autres pays. Une des différences qu'on a en France, c'est qu'on saucissonne l'enfant souvent entre la naissance et 3 ans et 3-6 ans. Alors que l'école maternelle, il y a une vraie question aussi qui se pose sur les conditions d'accueil pour les enfants dans ces structures-là. Et puis, ouvrir des places en formation. Il faut un plan très ambitieux de formation pour qu'il y ait des professionnels en nombre dans les années à venir et permettre d'accueillir un maximum d'enfants dans de bonnes conditions. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci Émilie. Alors, dernière intervention avant de vous laisser la parole. Moi, je vous ai dit, je vais vous parler de cette commission d'enquête parlementaire. Et en réfléchissant un petit peu à la façon dont j'allais prendre la parole à cet atelier, je me suis dit que la meilleure façon de vous présenter les choses, c'est de vous expliquer dans l'ordre pourquoi, en tant que député insoumis, d'abord je me suis intéressé à ce secteur de la petite enfance, pourquoi il m'a paru nécessaire de demander une commission d'enquête sur les dérives du business des crèches, c'est-à-dire le développement de ces secteurs privés lucratifs, vous raconter comment il a fallu au sein de l'Assemblée se battre pour réussir à obtenir le lancement de cette commission d'enquête, parce que j'ai eu face à moi des macronistes qui ont tout fait pour empêcher que cette commission d'enquête soit lancée, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire puisque la commission d'enquête s'est déroulée, et vous dire in fine un peu quel bilan on en tire, de quelle façon, de notre point de vue, on pense que cette commission d'enquête a fait des démonstrations et nous a permis de faire avancer notre bataille politique. Alors pour vous expliquer tout ça, je commence par le début. Pourquoi s'intéresser à ce secteur ? Moi, une des choses qui m'a marqué quand j'ai commencé à travailler sur le secteur de la petite enfance, c'est à quel point c'était un secteur en souffrance. C'est-à-dire, quel que soit le bout par lequel on prend la question, il y a de la souffrance. Alors évidemment, la première dont on entend parler, c'est la difficulté des parents à trouver une place en crèche. Ça, vraiment, c'est un lieu commun, je pense. Tout le monde ici, qu'il soit jeune parent ou non, a entendu parler pour soi-même, sa famille, ses amis, du fait que quand on a un enfant, c'est très difficile de trouver une place en crèche et que quand la mairie nous dit non, il n'y a pas de place, et généralement, il faut aller chercher le plan B parce que c'est souvent un plan B. Alors l'assistante maternelle, la nounou, peut-être la crèche privée, peut-être la crèche associative, peut-être la crèche parentale. Enfin, à quel point c'est un parcours du combattant de réussir à faire accueillir son enfant et de réussir à concilier le fait qu'il soit accueilli dans de bonnes conditions et qu'on puisse, en particulier pour les mères, trouver du travail. Alors, il y a cette souffrance qui s'exprime fortement, et du fait qu'elle s'exprime fortement, c'est sans doute une des explications à pourquoi, comme on le dit depuis le début, ces dernières années, le principal angle des pouvoirs publics a été de dire, comme les parents ont du mal à trouver des places en crèche, notre priorité, c'est d'ouvrir des places en crèche. Mais si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a d'autres souffrances, qu'il y a la souffrance des professionnels de la petite enfance, dont peut-être là, on entend un peu moins parler, et où c'est aussi nous, notre rôle en tant que militants, de relayer cette parole-là. La souffrance d'un métier qui est difficile, qui a une grande pénibilité à la fois physique,
On le dit pas assez, mais travailler avec des enfants, des jeunes enfants, les porter, être près du sol, avoir des postures pénibles, tout ça c'est une pénibilité physique qui est importante. Une pénibilité psychologique aussi, parce que assurer la sécurité physique, affective d'un enfant, c'est une tension permanente. Voilà, pour ceux qui ont déjà côtoyé des enfants, vous êtes au courant qu'on peut pas les mettre en pause. Donc d'où l'idée de tension permanente et de pénibilité psychologique que ça peut provoquer. Enfin bref, des professionnels qui souffrent du fait de cette pénibilité. Moi, pour vous dire une anecdote, pendant le débat sur la réforme des retraites, en tant que député, comme je commençais déjà à travailler sur le secteur de la petite enfance, je me suis permis sur mes réseaux sociaux de faire un questionnaire à destination des professionnels du secteur en disant vous, professionnels de la petite enfance, est-ce que, vu vos conditions de travail, vous pensez qu'il est possible de travailler 2 ans de plus? Parce que c'était ça le sujet de la réforme de Macron. Évidemment, les réponses que j'ai eues étaient plutôt non. Et surtout, j'ai demandé des témoignages. C'est-à-dire que les gens me parlent de leurs conditions de travail. Et là, j'ai eu un témoignage que je me suis permis de pomper et de répéter dans l'hémicycle, où en gros, j'ai présenté la pénibilité du métier de la petite enfance, mais sans dire que c'était des métiers de la petite enfance. Donc j'ai pris la parole dans l'hémicycle, c'était pendant le débat sur la réforme des retraites. J'ai dit, je vais vous parler d'un métier hors de question de travailler 2 ans de plus. Alors c'est un métier où on déplace des chariots jusqu'à 30 kilos. C'est un métier où on porte des charges lourdes, souvent de plus de 10 kilos. Un métier où il y a des postures pénibles, on est en permanence au ras du sol. Un métier où il y a un problème de sonorisation, on est dans un environnement extrêmement bruyant. Un métier qui est comme par exemple quelqu'un qui travaille dans le ménage, quelqu'un qui travaille dans les travaux publics, il est extrêmement difficile de faire ce métier toute sa vie sans finir à un moment par avoir le corps qui est abîmé par le métier. Voilà. Alors à votre avis, quel est ce métier? Alors là, j'avais tous les macronistes qui me regardaient comme ça, qui se disaient quelqu'un qui travaille dans le bâtiment peut-être, ou je ne sais pas. Je dis c'est un métier qui à 99% est féminisé. Donc là, les yeux étaient encore plus vides parce que les macronistes avaient encore plus du mal à imaginer quel était le métier. Et c'est les métiers de la petite enfance. Parce que voilà, quand on parle d'un chariot de 30 kilos, c'est une assistante maternelle qui a une poussette triple. Quand on parle de porter des charges, c'est les enfants. Enfin bref, vous aurez compris. Donc, il y a jusqu'à 1 tonne par jour, me dit Julie. Donc un exemple de la pénibilité de ces métiers. Donc je disais, il y a cette souffrance-là. Et puis il y a aussi ce dont on parle pas souvent et qui peut-être est une des choses qui au fond de nous trouble le plus, il y a la souffrance des enfants concernant la qualité de l'accueil. Parce que là aussi peut-être on est un certain nombre à avoir déjà entendu parler de mauvaises conditions d'accueil dans les crèches, parce que des couches qui sont pas changées ou pas suffisamment, parce que des repas qui sont pas donnés dans de bonnes conditions. Julie, tu t'en parlais. Alors, à quel niveau de la diversification alimentaire on en est? Est-ce qu'il est autonome ou pas? On a 5 enfants qui marchent pas, etc. Comment on fait pour les faire manger dans de bonnes conditions? Est-ce qu'à la fin de la journée, ils n'ont pas encore faim, en fait? Des enfants qu'on laisse pleurer parce qu'on n'a pas le choix. Parfois, on a entendu parler, c'est pas seulement de la rumeur, il y a eu des actes, des témoignages de maltraitance, parce que quand les conditions de travail sont extrêmement dégradées, quand les équipes n'ont pas un bon fonctionnement, quand le niveau de qualification n'est pas au rendez-vous, il arrive que ponctuellement le système provoque de la maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire qu'il y ait des passages à l'acte de professionnels qui soient des actes qui soient violents à l'encontre des enfants. Donc il y a cette souffrance-là aussi qui existe. Donc une fois qu'on se dit tout ça, souffrance des parents, des professionnels, des enfants, il y a un problème dans ce secteur, il est peut-être temps qu'on s'en occupe. Ou en tout cas, la seule raison qui fait qu'on s'en occupe pas, c'est ce que je disais en introduction, c'est un problème patriarcal, c'est parce qu'on considère que les enfants, la petite enfance, c'est un sujet de bonne femme, donc du coup, c'est négligeable, et que du coup, il y a des gens qui souffrent dans tout ça, c'est pas notre problème, on n'a pas à s'en préoccuper. Évidemment, et les enfants, ça vote pas en plus. Donc évidemment, nous les insoumis, c'est pas de cette façon qu'on a interprété les choses. Quand on a fait ce constat, on s'est dit, moi je l'ai fait et j'ai été particulièrement soutenu par mon groupe parlementaire en disant on y va, il faut s'investir sur cette question de la petite enfance, il faut y travailler. Alors ensuite, pour savoir pourquoi est-ce que c'est la question de la commission d'enquête qui est vite arrivée. C'est que quand on a commencé à mettre notre nez dans tout ça, on s'est rendu compte de quoi? Que finalement, dans le secteur de la petite enfance, se passait à peu près la même chose que dans d'autres services publics, c'est-à-dire le rouleau compresseur néolibéral, c'est-à-dire qu'on casse les services publics, c'est-à-dire qu'il est sous-financé, qu'il y a une forme de décentralisation qui est en fait une forme de déresponsabilisation qui fait que les services publics sont pas à la hauteur, que les professionnels sont pas payés correctement, que les normes
une à une, sont détruites parce que toujours l'argument est de dire que trop de normes, ça empêche de fonctionner et donc si on a plus de souplesse, ça fonctionnera mieux. Enfin bref, la façon dont le projet néolibéral se déploie dans la société et tous les services publics, on l'a bien vu, que ça s'est fait en fait de la même façon dans le secteur de la petite enfance. Mais peut-être ce qui a été frappant et qui fait qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment faire la commission d'enquête, c'était de voir à quel point non seulement ces dernières années, et du coup Émilie tu l'as très bien décrit, je ne vais pas le refaire, étape par étape, a été cassé le service public, a été cassé la petite enfance, mais on a commencé aussi à voir à quel point une énergie incroyable des pouvoirs publics a été mise pour développer un secteur privé lucratif. Voilà. Et c'est là la première chose importante que je voulais dire, c'est que c'est pas seulement sur les ruines du service public, c'est développer un secteur marchand. C'est que sur les ruines du service public, les gouvernements successifs, les ministres successifs ont déployé une énergie incroyable et ont développé des financements publics extrêmement importants pour développer le secteur privé lucratif. Tu l'as dit, Émilie, quand tu as parlé de ce fameux crédit d'impôt, le CIFAM, le crédit d'impôt famille. C'est un dispositif qui fait que quand vous ouvrez une crèche privée lucrative, je simplifie un petit peu, vous avez double financement. Vous avez le financement classique qui est celui de la CAF, dont bénéficient toutes les crèches, qu'elles soient associatives, municipales et donc privées et lucratives. Et en plus, avec le crédit d'impôt aux familles, vous avez un mécanisme qui fait que quand vous avez une entreprise privée qui achète un berceau dans cette crèche pour le réserver à un de ses salariés, et grosso modo, il y a les 3/4 de ses dépenses qui sont remboursées à travers un crédit d'impôt. Voilà. Ça fait qu'aujourd'hui, il faut le savoir, une place en crèche privée lucrative, elle est plus financée, subventionnée par l'État qu'une place en crèche publique. Voilà. Je dis pas juste ça coûte plus cher. Non seulement ça coûte plus cher, mais une place privée lucrative est plus subventionnée qu'une place dans le public ou l'associatif. C'est le système dans lequel on est. Alors, quand on voit ça, on se dit oulala. Mais du coup, peut-être faudrait enquêter. Comment est-ce que ce système il a été mis en place? Qui l'a demandé? Qui a fait ce travail de lobbying? Qui dans les ministères a eu cette oreille si attentive à des intérêts privés pour permettre au système de se développer? Donc à partir de là, la question de la commission d'enquête arrive sur la table et Émilie, tu en as parlé aussi, il y a l'événement dramatique de juin 2022, c'est-à-dire le décès d'une petite fille dans une crèche People and Baby. People and Baby qui est un des grands groupes de crèches, qui avait déjà une très mauvaise réputation sur le management du dirigeant de ce groupe de crèches, sur les conditions de travail, sur les rémunérations, etc. Et plus là, il y a cet événement dramatique. Bon, ça nous fait nous dire, bon là, il faut y aller, il faut qu'on dépose la commission d'enquête, il faut qu'on lance la bataille politique sur la question. Je disais, ça a été très dur de l'obtenir, cette commission d'enquête, parce que on a été confronté au phénomène dont vous parlez depuis tout à l'heure, qui est l'invisibilisation de ces questions-là, du manque d'intérêt de la presse et des médias pour ces questions. Et vous savez, à l'Assemblée nationale comme ailleurs, c'est le rapport de force politique qui fait bouger les choses. Donc vous pouvez demander une commission d'enquête, aussi pertinente soit-elle, si on n'en parle pas à la télé et si l'opinion n'exerce pas une pression, c'est difficile d'obtenir du bureau de l'Assemblée nationale, qui à l'époque était majoritairement macroniste, qu'il accepte de lancer la commission d'enquête. Donc dans un premier temps, on a déposé la demande de commission, mais je vous avoue qu'on a un peu ramé parce qu'on manquait de rapport de force pour obtenir qu'elle soit lancée. Une chose nous a aidé, c'est les 2 livres dont tu as parlé, Émilie, B-Business et Le prix du berceau, qui sont 2 livres qui sortent, là on est à la rentrée de septembre 2023, que je ne me trompe pas. Ces 2 livres sortent et permettent d'avoir une séquence médiatique sur laquelle on commence à parler des dérives, des marchandisations du secteur de la petite enfance. Parce que ces livres, grâce à l'enquête des journalistes, mettent en lumière certains mécanismes. Je vais vous donner un seul exemple très concret. Dans un des grands groupes de crèches, les petits chaperons rouges, un système de primes qui a été mis en place pour les directrices d'établissement, les directrices de crèche, pour rationner les repas des enfants. Je vais essayer d'expliquer clairement le mécanisme. D'ailleurs, à la fois c'est simple et vous vous rendez compte à quel point c'est diabolique. Quand vous êtes directrice d'une crèche, il faut commander les repas la veille pour le lendemain. Donc du coup, en fonction du nombre d'enfants qui sont prévus, inscrits pour le lendemain midi, vous commandez un certain nombre de repas. Évidemment, ce qui arrive souvent dans la vie, c'est qu'il y a un enfant, soit il est malade, soit finalement au dernier moment les grands-parents peuvent le garder, donc du coup il vient pas à la crèche, et donc vous avez ce phénomène que vous avez souvent un petit peu plus de repas commandés que d'enfants qui sont réellement présents et qui consomment les repas. Donc plus de repas commandés que d'enfants qui les mangent, vous imaginez bien que pour un grand groupe de crèches qui veut rationaliser, qui veut faire des économies budgétaires, ça pose problème. Du coup, ils se sont dit, en bons néolibéraux qu'on est, en plus
conseillé par McKinsey, parce que la personne qui a mis en place ce système dans le groupe Les Petits Chaperons Rouges, c'était une ancienne de l'agence de conseil McKinsey. Ils se sont dit, bon, on va faire des indicateurs. De toute façon, le monde du travail, la vie, c'est des fichiers Excel. Bon, on va faire un indicateur. On va dire aux directrices de crèche, si vous dépassez pas un ratio de 103% de repas commandés par rapport aux repas consommés, eh ben, vous aurez une prime à la fin de l'année. Mais du coup, ce système, qu'est-ce que ça a provoqué comme perversion? Eh ben, malheureusement, il y a certaines directrices de crèche qui se sont dit, si je veux avoir le meilleur ratio possible, je vais tous les jours commander un petit peu moins que le nombre d'enfants inscrits, parce que de toute façon, comme à chaque fois, il y en a certaines qui viennent pas. Et puis, si malheureusement, il y a tous les enfants qui viennent, tant pis, il n'y a pas assez de repas, on fera avec, on partagera. Voilà, ça c'est un exemple que les journalistes des livres, qui ont rédigé les livres dont je vous ai parlé, c'est un des exemples qui a été mis en avant. Donc ça, vous en avez peut-être un peu entendu parler dans les médias à l'époque, ça fait une petite séquence où on a parlé du sujet, et nous, ça nous a aidé dans le rapport de force, et ça a permis d'obtenir que déjà, la résolution pour lancer la commission d'enquête soit mise à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on puisse en débattre et qu'on puisse en voter. C'est-à-dire même pas lancer la commission d'enquête, mais qu'on puisse débattre de son lancement. Voilà. Ensuite, arrive le moment, là on est le 28 novembre 2023, où cette commission d'enquête, elle est discutée à l'Assemblée nationale, elle est votée. Bon, je vous fais pas le résumé en détail des débats, mais dites-vous que jusqu'au bout, les groupes macronistes se sont opposés au lancement de cette commission d'enquête, alors avec des arguments délirants, les arguments disant « Ah, mais vous stigmatisez le secteur, ah, mais de toute façon, vous les insoumis, tout ce qui est privé, vous êtes contre par principe, etc. » Ah, même l'argument le plus de mauvaise foi, qui évidemment, moi, m'a beaucoup énervé, qui est de dire « Mais en fait, vous mettez en accusation les professionnels du secteur avec cette commission d'enquête, vous les accusez de maltraiter les enfants, alors que, bon, c'est quand même bien nous qui étions aux côtés des professionnels et qui nous battions avec elles. » Bref, tous les arguments et plus de mauvaise foi possible, mais on a réussi, grâce à l'époque, à une bonne mobilisation des parlementaires des différents groupes de la NUPES, et pas grand-chose. Je retrouve le score. 178 voix pour, 161 voix contre. On arrive à faire que la commission d'enquête soit lancée. Donc, on avance. Mais vous avez vu, ça a été une bataille vraiment longue. C'est pas fini, parce qu'au moment où la commission d'enquête est constituée, une commission d'enquête, c'est une vingtaine de membres. Il faut désigner président et rapporteur dans la commission d'enquête pour savoir qui dirige les débats et qui rédige le rapport de la commission d'enquête. Le règlement de l'Assemblée nationale veut que ce binôme président-rapporteur, c'est les deux postes clés, soit réparti entre la majorité et l'opposition. Donc nous, il nous a semblé assez naturel que, du point de vue de l'opposition, peut-être que le député insoumis qui a déposé la proposition de résolution pour lancer la commission d'enquête, il avait peut-être une légitimité à être au sein du binôme, celui qui incarne l'opposition, que ce soit en étant rapporteur ou président. Pas du tout. Il y a une petite magouille qui a été montée, une magouille entre les macronistes et le groupe LR, très pratique parce que sur le papier, le groupe LR était dans l'opposition. Et donc, du coup, macronistes et LR se sont mis d'accord pour se répartir le poste de rapporteur et de président. Et ce qui est assez exceptionnel, et je finis sur cette histoire de constitution de commission, c'est que la rapporteure et le président de la commission appartenaient donc à des groupes qui se sont opposés au moment du vote à la constitution de la commission d'enquête. Donc, pour vous dire l'ambiance dans laquelle on était et à quel point ils ont essayé à tout prix de nous mettre des bâtons dans les roues. Bon, ça ne nous a pas empêché de faire le travail dans cette commission d'enquête. Moi, je vais essayer juste de vous donner, pour pas prendre trop de temps, quelles ont été, à mon avis, quelques auditions particulièrement significatives. Déjà, il faut parler d'une chose, l'audition du lobby des crèches privées, qui s'appelle la Fédération française des entreprises de crèches. C'est un peu le MEDEF des crèches privées. Et de la lobbyiste en chef, je crois qu'elle est déléguée générale, c'est ça son poste, qui s'appelle Elsa Hervy, et qui est une personne qui a un parcours très politique. Elle a été dans les cabinets de la droite, de l'UMP à l'époque. Elle a d'ailleurs été militante UMP. À un moment, elle s'est reconvertie dans le secteur de la petite enfance et du lobbying. Et elle a gardé des liens très étroits avec non seulement les politiques de droite, mais même plus précisément les politiques macronistes et avec Aurore Berger. Et là, ça a été très intéressant parce qu'au moment où on a auditionné cette lobbyiste, on a pu mettre en avant les liens qu'elle avait avec Aurore Berger, parce que la presse a révélé à différentes étapes que Aurore Berger avait voulu, à l'époque où elle était ministre en charge des solidarités et donc des crèches, elle avait voulu recruter comme directrice de cabinet la lobbyiste en chef des crèches privées, pour vous dire l'ambiance, le niveau de consanguinité entre ces deux secteurs. Bref, on a pu mettre en avant les liens particulièrement étroits qui existent. Et ça, c'est très important parce que c'est un des facteurs explicatifs au développement du secteur privé lucratif. Parce que quand on voit à quel point le développement de ce secteur privé a été extrêmement fort,
quand on voit son bilan extrêmement négatif, on se dit à un moment, mais comment ça se fait que gouvernement après gouvernement, ministre après ministre, comment ça se fait qu'ils ont continué dans la même direction, qu'ils ont continué à aller dans le mur? Et ben, une des explications à ça, c'est qu'il y a des lobbyistes qui font très bien leur travail et qui sont au plus près, qui sont même au sein du pouvoir et qui ont continué à défendre ce modèle de la marchandisation des crèches qui finalement ne profitait qu'à une seule catégorie d'acteurs, qui sont les actionnaires de ces crèches qui peuvent dégager des profits importants. Alors justement, je parle de ceux qui dégagent des profits. On a pu, avec cette commission d'enquête, auditionner les fondateurs de ces grands groupes de crèches. Là, je vais parler d'un que je crois qu'on n'a pas encore évoqué, qui s'appelle le Babylou. C'est un des 4 plus grands groupes. Et on a auditionné les présidents fondateurs de ce groupe de crèches, qui sont les frères Karl. Alors les frères Karl, ils viennent de bonnes familles, de milieux aisés. Alors ce sont évidemment des entrepreneurs qui, parce que ils sont très innovants, plein de courage, plein d'initiatives, ont fondé un groupe de crèches et ont eu une magnifique réussite entrepreneuriale. Donc ça, c'est évidemment ce qu'ils nous ont dit en propos introductif en arrivant dans cette commission d'enquête. Mais quand on gratte un petit peu, on apprend, on met en lumière des choses très intéressantes. Par exemple, on a réussi à ressortir dans des interviews presse qui ont été faites il y a quelques années, que ces fondateurs des grands groupes de crèches, ils se vantaient au moment où ils ont fondé leur groupe de crèches de, je cite, passer 20 à 30% de leur temps dans les ministères à faire du lobbying. Donc c'est-à-dire que là, on a des entrepreneurs dont une part essentielle de leur activité n'a pas été de monter leur entreprise, mais a été d'influencer les pouvoirs publics pour créer un système qui permettra ensuite la rentabilité du modèle économique de leur entreprise. Et c'est grâce à ces 20 et 30% de leur temps qui passaient dans les ministères qu'ils ont obtenu notamment la création du crédit d'impôt famille dont on parlait tout à l'heure, qui permet de sursubventionner le secteur privé. Voilà. On a aussi ressorti, on est allé chercher, parce qu'on a quand même un petit peu travaillé, ressorti des interviews de podcasts d'entrepreneurs où les frères Karl étaient interviewés, et comme ils étaient entre entrepreneurs, j'imagine qu'ils se sentaient un peu libres, qu'ils ont un peu lâché les chevaux et qu'ils ont délié leur langue. Ou par exemple, un des frères Karl expliquait qu'au moment où il lançait son groupe de crèche, il disait « on était des malades de la croissance ». Je le cite. On avait le couteau entre les dents. Tous les matins, on se réveillait en réfléchissant à quelle crèche on pouvait racheter, quelle crèche on pouvait ouvrir. Donc ça aussi, ça a permis de montrer quel était l'état d'esprit, la logique de ces gens-là qui sont vraiment des mercenaires, qui se sont intéressés au secteur de la petite enfance seulement parce que ça leur a permis de développer un business. Et puis, dernière chose intéressante avec ces frères Karl, c'est qu'avec la commission d'enquête, on a pu chiffrer combien ça leur a rapporté tout ça. Parce qu'après 15 ans de développement et de croissance de leur groupe grâce à des politiques publiques et des subventions publiques ultra favorables, ils ont pu vendre une partie de leurs actions à un fonds d'investissement. Et combien ça leur a rapporté? Chacun des frères Karl, ils sont 2, je ne sais pas si j'ai dit le nombre qu'ils étaient depuis le début, chacun d'entre eux a fait une petite culbute de 200 millions d'euros. Voilà. Donc là, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On parle d'un secteur de la petite enfance, de la prise en charge d'un public vulnérable, on parle d'une question d'intérêt général, on parle d'un secteur où je disais il y a des professionnels qui sont mal payés, il faut le dire clairement. Et les frères Karl, leurs 200 millions d'euros, ça correspond à 12 000 années de travail d'une auxiliaire de puériculture qui travaille au sein d'une crèche Babylou. Voilà, on est dans ces écarts de revenus, ces écarts de patrimoine absolument délirants qu'on voit dans le capitalisme moderne. Et on les voit au sein même de ces groupes de crèches. Et là, la commission d'enquête a permis de faire cette démonstration. Et pour finir, d'une dernière audition qui me paraissait pertinente, je parlais des fonds d'investissement. On a auditionné aussi ces fonds d'investissement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de la petite enfance, il ne s'est pas seulement privatisé, marchandisé, il s'est aussi financiarisé. C'est-à-dire qu'après une séquence d'une dizaine d'années où c'est des entrepreneurs qui ont lancé ces grands groupes et qui les ont développés, maintenant, chacun de ces grands groupes ont comme actionnaire majoritaire des fonds d'investissement. Et des fonds d'investissement, si je prends l'exemple de Antin Infrastructure Partners, qui est le fonds d'investissement du groupe Babylou, c'est un fonds d'investissement qui investit dans les pipelines en mer du Nord, dans la fibre optique aux Pays-Bas, dans les gares ferroviaires en Italie et dans les crèches en France. Parce que ça leur paraît un secteur avec un bon niveau de rentabilité. Et là aussi, ça a été l'occasion de poser la question, d'obtenir les chiffres. Quand vous déposez de l'argent sur votre livret A, je crois que c'est 3,5, 4% le livret A, je ne me souviens plus du taux aujourd'hui. C'est 3, maintenant c'est 3. Il vaut mieux déposer son argent auprès d'Antin Infrastructure Partners pour investir dans les crèches, parce que là c'est 12% le taux de rentabilité qu'on obtient à cette occasion. Voilà, c'est ça la financiarisation, et ça c'est important parce que ça permet de faire le lien
entre ce que vivent les enfants et les professionnels au quotidien, de ce que c'est que la pression financière, du sous-effectif, des difficultés des conditions de travail, du rationnement des couches, des repas, etc. Tout ça, ça vient pas de nulle part. Si on fait le fil entre les difficultés de ces conditions de travail, si on tire le fil, à la fin, on en arrive aux actionnaires, aux souscripteurs pour être plus précis, de ces fonds d'investissement qui exigent 12% de rentabilité. Voilà. Si les filles dans les crèches, elles sont dans une situation de sous-effectif et qu'elles sont en souffrance et qu'elles peuvent pas bien s'occuper des enfants, c'est parce que derrière, il y a un souscripteur qui veut ces 12% et que le 12%, on l'obtient au prix de dégradation terrible de la qualité de l'accueil des jeunes enfants. Mais tant pis parce qu'eux, ils sont là pour l'argent. Voilà. Donc je pense que cette démonstration, on a réussi à la faire avec la commission d'enquête. On a fait un contre-rapport, parce que vous l'aurez compris, c'était une macroniste qui a fait le rapport. Alors on ne tire pas les mêmes conclusions que nous. Nous, on a fait notre contre-rapport. Et maintenant, je pense qu'on est dans la séquence de la bataille politique pour que ce qu'on a réussi à démontrer avec le contre-rapport, en s'appuyant sur les mobilisations qu'on souhaite et qu'on espère du secteur de la petite enfance, pour maintenant réussir à obtenir du changement politique. En tout cas, moi, j'en ai la conviction. Et là, c'est un peu la boucle est bouclée. Je reviens à ce que je disais au début de cet atelier. Il faut absolument qu'on donne de la place au secteur. Et là, vous aurez compris un peu les revendications et les propositions qui émergent de tout ça. Le nerf de la guerre, c'est revaloriser les professionnels. Ces métiers essentiels doivent être mieux rémunérés pour pouvoir être attractifs. Il faut augmenter le niveau de qualification des professionnels dans les crèches parce que s'occuper des jeunes enfants, c'est pas, comme l'a dit un certain ministre de l'Éducation nationale il y a quelques années, lui parlait des professeurs des écoles en disant il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour changer les couches. Voilà. Nous, on est le camp de ceux qui pensent que s'il faut avoir un bac plus 5 ou en tout cas le plus possible pour s'occuper des jeunes enfants parce que plus on est vis-à-vis d'un public vulnérable, d'un public jeune, plus les enjeux de développement ils sont importants et plus le niveau de qualification, d'expertise, de compétences il doit être important. Et donc si on veut le maximum de bac plus 5 dans les crèches comme dans beaucoup d'endroits et de structures du lien social. Donc il faut mieux qualifier. Il faut améliorer l'encadrement. Tu as donné quelques bornes, Émilie, sur comment est-ce qu'on peut améliorer le ratio d'encadrement. Il faut stopper cette marchandisation à marche forcée du secteur et au contraire redévelopper un véritable service public. Et ça, évidemment, c'est une question de sous. Là, de toute façon, on peut tourner autour du pot de 1000 façons différentes. Mais si on considère que bien s'occuper des jeunes enfants, c'est un besoin social fondamental, il faut mettre le financement derrière et il faut un investissement qui se chiffre en milliards dans le secteur. Mais si on arrive à articuler tout ça, la formation, le recrutement, la valorisation des métiers, le meilleur encadrement et le financement pour bâtir un véritable service public. Je pense qu'on a tout intérêt à partager ces revendications, ces propositions et ce projet dans le pays parce que ça répond vraiment à des besoins sociaux qui sont forts et on peut réussir à créer une dynamique qui pousse dans le même sens les professionnels, les parents et même les enfants s'ils votent pas, comme tu le disais tout à l'heure. Et on peut mener une bataille pour un progrès social qui soit, à mon avis, important parce qu'encore une fois, cette question de la petite enfance, elle ne doit pas être secondaire dans la société. Et en tant que militante et militant politique, on doit s'y investir et en faire une bataille, je pense, essentielle. Voilà. Ce que je vous propose, du coup, c'est que maintenant, on puisse échanger un petit peu à partir de tout ça. Donc, n'hésitez pas à partir de votre... Merci. Que ce soit à partir de votre expérience, à partir de ce qu'on a dit, ou des remarques, des interrogations sur ces sujets, allez-y. On va faire une intervention, des interventions alternées, hommes-femmes comme d'habitude. Ou femmes-hommes, ça marche aussi. Merci beaucoup pour toute cette présentation. Vraiment beaucoup. Alors, juste je vous contextualise. Moi, j'ai un bébé de 11 mois qui en plus a les pieds beaux. Donc, je vous dis pas le bordel. Je vais pas vous parler de comment s'est placée l'entrée à la crèche parce que sinon encore là dimanche soir et je pense que personne n'a envie. Non, juste une chose que j'ai remarquée et qui moi me paraît un peu fondamentale, c'est que les auxiliaires de puère qui sont dans les crèches que je fréquente du coup sont absolument fabuleuses. Mais juste comme ça, ce sont quasiment toutes des personnes racisées. Ça, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué, mais moi, je sais que dans mon secteur, ce sont quasiment toutes des femmes noires ou issues de l'immigration. Ce qui n'est pas gênant, hein, moi, je m'en fous, hein, perso. Hein, mais c'est juste qu'on voit à quel point c'est des populations qui sont aussi précarisées
pour cette raison aussi. Enfin, voilà, comme vous n'en avez pas parlé, je me permets de soulever cette question. Et la deuxième chose aussi, c'est que dans mon secteur, il y a une des insoumises qui travaille dans un lycée professionnel, qui est d'ailleurs juste à côté de mon lieu de travail, qui forme des professionnels, de futurs professionnels de la petite enfance, et qui sont parfois orientés dans ce domaine en dépit du bon sens, parce que ce sont des filles, parce qu'en plus elles sont issues de l'immigration et que je vais dire un truc horrible, enfin moi je trouve ça horrible, mais vous comprenez, les femmes noires elles s'occupent bien des enfants, enfin moi je trouve ça horrible, c'est juste que je l'ai entendu, donc voilà, je me permets de le porter là. Et du coup je trouve qu'il y a à la fois une question aussi au niveau de la question du recrutement qui est vraiment à poser sur comment aussi on oriente nos jeunes vers ces professions-là et comment on leur laisse ou pas d'ailleurs choisir de s'occuper de ce métier fabuleux. Là n'est pas la question, mais voilà. Et qui est, pour le coup, pardonnez-moi, mais extrêmement mal rémunéré à bien des égards et parfois très, très maltraité de ce point de vue. Donc voilà, c'est deux éléments que je voulais souligner. Je vous remercie. Merci. Déjà, merci Julie, Émilie, je crois que c'est ça le prénom, c'est ça. Julie, Émilie et William pour vos prises de parole très intéressantes. Merci William pour les plusieurs années à l'Assemblée et pour tout le travail que tu as effectué. Merci pour les conseils de placement à 12%, j'ai pris note. Et comme j'aime beaucoup l'argent en tant qu'enseignant, merci Madame Belloubet d'extrêmement bien nous payer. Je suis également, au mois de juillet, j'ai eu la chance d'être directeur d'un accueil de loisirs. Et bon, c'est peut-être hors sujet, mais je pense qu'il y a un lien quand même. C'est que j'ai remarqué également qu'on a eu cette problématique de cantine avec le rationnement des repas, où j'avais 80 maternelles et on me commandait uniquement 70 repas. Et ensuite, il s'agissait aux agents de séparer. Je ne sais pas si dans l'enquête parlementaire, la commission parlementaire qui a été menée, si ce sujet a été abordé également. Bah, ça tient à la fois pour l'accueil de loisirs, mais également, je pense, au quotidien, dans les cantines de l'école. Moi, je suis enseignant dans le secondaire, donc on n'est pas concerné, parce que nous, c'est Madame Pécresse qui nous nourrit. Et j'ai une deuxième question également. Concrètement, qu'est-ce qui bloque dans le privé? Alors moi aussi, j'ai une petite fille qui est magnifique, qui s'appelle Alia, qui a 10 mois. J'ai pas eu la chance de trouver une place en crèche publique, donc je suis dans c'est une assistante maternelle qui va la garder. Mais je me pose la question très concrètement, qui est très bien également, hein, ça se passe très bien, concernant le manque de place en crèche dans le public. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place ou pas par les pouvoirs publics actuellement? Merci. Bonjour, je voulais poser une question en fait concernant le côté parent. Alors il y a une organisation en fait. Vous êtes un petit peu organisé côté professionnel. J'imagine que ça doit être très difficile de s'organiser. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'organisation côté parent? Est-ce qu'il y a de l'existant? Est-ce qu'il y a des possibilités de créer de l'existant du côté des parents dans la défense de ces droits-là? Voilà, merci. Bonjour, je sais pas si on m'entend. J'ai une question concernant les modes d'accueil alternatifs, par exemple d'inspiration Montessori, etc. Parce que là, en fait, il n'y a pas d'alternative dans le public et ça nous pousse des fois vers le privé. Et, bon, moi, par principe, je suis pour l'école publique, mais c'est vrai que quand on veut remettre en cause un peu les modèles existants, je ne sais pas si c'est hors sujet parce que là, on est tellement dans une urgence et une maltraitance que je ne sais pas si le sujet peut être abordé, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le public peut revoir aussi un peu ces modes d'accueil pour accueillir voilà, ce type de méthodologie voilà, pour les enfants? Merci. Alors, on n'a pas une heure de plus, mais bon, je ne vais pas répondre sur la question de ce que vous disiez par rapport aux personnes racisées. Moi, je viens de la banlieue toulousaine et c'est pas quelque chose que l'on voit particulièrement dans notre région, par exemple. Et mais William a dit que vous étiez de la banlieue parisienne, donc peut-être que ça se pose plus en termes de géographie. Donc voilà. Après, sur la question des lycées professionnels, il est certain que l'État n'a eu de cesse que de multiplier les diplômes et les formations
pour la petite enfance. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des lycéens qui sont souvent en voie d'échec scolaire à la fin de leur lycée ou au début à la fin de leur collège, et qu'on envoie dans ce qu'on appelle les lycées professionnels. Je ne suis absolument pas contre les lycées professionnels, mais qu'on envoie dans une filière qu'on appelle les bacs pro SAPAT ou les bacs pro ASSP, qui sont les bacs pro dédiés au service à la personne. Et on envoie dans ces filières, la plupart du temps, des enfants qui sont en échec scolaire, qui ont un problème avec l'écrit, qui ont un problème avec la capacité d'analyse, etc. Et nous, on le voit sur les structures parce que ce sont des formations dans lesquelles on nous demande d'avoir des stages dans la petite enfance, parce qu'ensuite, il y a une équivalence à la CAP petite enfance, etc. Bon, c'est un peu complexe, mais on nous demande d'accueillir ces enfants, enfin ces lycéens en stage, et en fait, on s'aperçoit que les capacités entre guillemets d'élaboration et d'analyse dont on a besoin, comme tu parlais de qualification de personnes hautement qualifiées, mais c'est pas pour rien en fait. C'est parce qu'en fait, quand on travaille les tout petits, il faut pouvoir régulièrement se remettre en question, porter une analyse, aller lire, continuer à se nourrir, se former, etc. Et donc ça, c'est un vrai souci parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une vraie filière qui est correctement établie, et on ne pousse pas vers les qualifications les plus hautes. On se disait avec Émilie encore à midi, mais un EJE, un éducateur jeunes enfants comme nous, c'est un mi-temps obligatoire pour 25 places. Voilà, aujourd'hui. La réglementation, c'est ça. Le minimum, c'est ça. Voilà. Et souvent, on est tout seul. Il y a des infirmières PR, il y a une infirmière PR, et après les auxiliaires de puériculture. Les auxiliaires de puériculture, c'est 9 mois de formation après la 3e. Voilà, avec son brevet des collèges. Alors, il faut rentrer en centre de formation, etc., etc. Et elles peuvent travailler en pédiatrie, c'est-à-dire de 0 à 18 ans. Voilà. C'est ça la réalité, en fait. Et pour ne pas monopoliser la parole, sur la question du public, il faut rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la compétence petite enfance, c'est une compétence facultative des collectivités locales. C'est-à-dire que les communes, les intercommunalités n'ont pas l'obligation de mettre en place une politique petite enfance et n'ont pas l'obligation de créer des structures d'accueil. Les assistants maternels sont des personnes qui décident de se former, demandent un agrément à la PMI, donc au conseil départemental, mais sur leur plein vouloir. Alors aujourd'hui, il y a des schémas départementaux, des services et familles, etc. Donc on essaie de coordonner tout ça, mais toujours est-il que la compétence est facultative. Alors aujourd'hui, à la rentrée en janvier 2025, les collectivités vont devenir autorités organisatrices. Donc elles vont avoir l'obligation pour les communes de plus de 3500 habitants d'avoir un schéma annuel de savoir ce qui se passe sur son territoire et d'impulser la dynamique avec les autres acteurs, mais c'est tout. C'est tout. Donc en fait, les collectivités aujourd'hui, en tout cas pour certaines d'entre elles qui n'ont pas trop d'argent ou qui en tout cas font comme elles peuvent en fonction des populations qu'elles ont, les politiques sociales, c'est ce qui passe souvent à la trappe, et la petite enfance aussi. Et la plupart du temps, maintenant, dans des collectivités même assez grosses, on décide qu'on ne veut pas avoir les cadres, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir à gérer le personnel des crèches, donc on délègue. Et donc vient là la question des délégations de services publics. Et moi, je peux affirmer, pour avoir travaillé 6 ans dans une organisation, dans un mouvement d'éducation populaire, une organisation associative, pour avoir répondu au marché public pour cette organisation pendant tout ce temps, qu'aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale avec le secteur privé lucratif sur les marchés publics auprès des collectivités. Parce que quand dans le secteur privé lucratif, vous n'avez pas de convention collective qui ne protège ses salariés, et que par contre, dans l'associatif, quand vous répondez de façon associative, il y a des multiples conventions collectives, vous avez souvent plus de congés payés, vous êtes un peu mieux rémunéré, vous avez des avantages. Donc forcément, le salarié coûte plus cher. 85% d'un budget d'une structure collective, c'est les salaires. Voilà, c'est toute cette complexité aujourd'hui qui fait que les collectivités se désengagent parce que ça coûte cher, elles ne veulent pas les problèmes. Certaines vous expliqueront même que gérer toutes ces bonnes femmes, c'est trop compliqué. Non, mais très clairement, il y a un vrai souci de management, etc. etc. Donc certaines font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont, d'autres décident, comme ce n'est pas une priorité et que c'est facultatif, de laisser faire. Alors, par rapport aux personnes racisées, j'ai pas lu d'études, je sais pas ce qu'il en est, mais ça m'a fait remonter une anecdote. Je suis fonctionnaire territorial
Et quand j'ai eu mon fils et qu'il a fallu qu'il aille en crèche collective, pour des raisons de risque de conflit entre collègues, la mairie ne voulait pas que nos enfants, et c'est toujours le cas, dans les crèches municipales. Donc, ils allaient dans les crèches en DSP, donc délégation de service public. C'est-à-dire que la mairie reste propriétaire des locaux, mais c'est une entreprise de crèche privée qui est dedans. Et c'est une entreprise, a priori, je crois, qui n'existe plus aujourd'hui, parce que depuis toutes ces années, il y a eu des rachats. Et c'était une entreprise de crèche, en fait, qui déclarait chacune de ces structures comme des sortes de micro-entreprises ou de sorte qu'elles n'atteignaient jamais le seuil de salariés lui permettant d'avoir des représentants ou des délégués du personnel. Et donc, je fais le lien en me disant aussi que des personnes racisées, parce qu'on voit dans certains secteurs d'activité, moins des personnes connaissent leurs droits, moins peut-être elles maîtrisent la langue française. Et plus, enfin voilà, je pense qu'il y a peut-être un lien avec ça, mais ça reste une supposition personnelle, mais voilà, ça m'a fait repenser à ça. Par rapport aux parents, et au niveau de l'organisation des parents, la grosse difficulté dans les structures petite enfance, c'est que les enfants ne restent que 3 ans et que ça tourne très très vite. Et on a déjà essayé, même au niveau du collectif Pas de bébé à la consigne, de se mettre en lien avec des collectifs de parents. On a déjà été contactés par des collectifs de parents, sauf que s'ils nous contactent et que leur enfant est déjà chez les moyens ou chez les grands, l'année d'après, il n'est plus là. Et c'est très très compliqué. Par contre, c'est une vraie question et il faudrait qu'il y ait plus de place qui soit donnée aux parents dans les structures petite enfance, qu'ils aient plus de regard sur ce qui se passe parce qu'on a besoin aussi d'eux pour que les choses elles bougent. Sur la question Montessori, peut-être... Oui, peut-être Julie serait... Alors, la petite enfance est un marché très ouvert. Que ce soit sur la parentalité, tout ce qui est coach parentaux, etc. Là. Tout ce qu'on voit fleurir avec le si peu de formation que certains peuvent avoir et qui vous proposent même un accompagnement en visio si vous êtes débordé avec vos enfants. Bon, tout ça est un marché. Les pédagogies alternatives, c'est un marché aussi. L'éducation positive, c'est aussi un marché. Je suis une grande défenseuse de l'éducation sans violence, donc je ne vais pas dire ici qu'il faut éduquer ses enfants par les violences éducatives ordinaires. C'est pas du tout mon propos. Mais la petite enfance et l'accompagnement des jeunes enfants est un marché monumental. La question Montessori, c'est pas une question de juste avoir un label Montessori. Montessori a été beaucoup mis à l'honneur ces 15 dernières années pour de bonnes raisons et pour aussi de mauvaises. C'est-à-dire que nous, professionnels de la petite enfance, on n'utilise pas juste une pédagogie, on en utilise plusieurs. Ça peut être Froebel qui a mis en place les jardins d'enfants en Allemagne et qui existe toujours, ce qu'on appelle les Kindergarten, et qui a aussi ouvert des écoles maternelles en France. C'est Montessori, c'est De Crowley, c'est Freinet, etc., etc. Et donc moi je dis qu'il faut quand même faire très attention à tout ce marketing et tout ce qu'on peut vendre aux familles qui sont souvent sont pas au courant en fait et qui trouvent une multitude d'informations sur internet qui n'est pas forcément vérifiée, de cette tentation de se dire que parce que je vais mettre mon enfant dans une crèche Montessori ou dans une école maternelle Montessori, l'herbe va être forcément plus verte. C'est pas forcément le cas. On a eu un cas là d'une entreprise pour Montessori Kids, je crois, qui a été mise en faillite pour mauvaise gestion, mauvais management et dévoiement de la pédagogie Montessori. Donc, il faut faire très attention, bien lire où est-ce que vous mettez ce que vous voyez, où est-ce que vous mettez les pieds, etc. Parce que ce n'est pas forcément un gage de qualité. Par contre, les professionnels de la petite enfance, et particulièrement les éducatrices de jeunes enfants, pour le coup, sont formés aux multiples pédagogies et on se sert d'un peu de tout en fonction du public, en fonction de la situation, en fonction de là où on est, de ce qu'on en a à faire. Voilà. Je réponds vite à quelques questions pour qu'on puisse faire un dernier tour et que, en grattant 10-15 minutes sur l'horaire officiel, on puisse conclure. Bien sûr que c'est de ma faute. De toute façon, dès qu'il y a un homme à une tribune, c'est toujours lui, on le sait bien, qui monopolise la parole. Sur la question des accueils de loisirs et du rationnement des repas aussi dans ce contexte-là, donc c'était pas du tout dans le champ de la commission d'enquête qui était vraiment centré sur la question des établissements d'accueil de jeunes enfants, donc en gros des crèches, mais peut-être quand même sur le témoignage que tu as évoqué, voilà, comme dit Julie, c'est le même problème. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que
quand on compare notamment le public et le privé et les dérives qui peuvent y avoir comme le rationnement des repas. Personne à cette tribune, ni dans la commission d'enquête, ne défendait l'idée qu'il n'y avait que dans le secteur privé lucratif qu'il y avait ces problèmes de rationnement. Juste, ce qu'on a essayé de mettre en lumière, c'est que dans tout le secteur, il y a un problème de sous-financement qui pousse aux économies budgétaires et qui pousse à des dérives. Donc ça concerne des crèches publiques comme des crèches associatives, comme des crèches privées lucratives. Simplement, quand on y ajoute un facteur supplémentaire qui est la recherche de profit, c'est un phénomène aggravant. Ça augmente le facteur de risque et qui fait que les situations les plus graves, les problèmes les plus récurrents, on les trouve davantage dans le secteur privé lucratif. J'insiste là-dessus parce que ça a été un des arguments des macronistes pendant la commission d'enquête de dire il n'y a pas que dans le privé lucratif qu'il y a des problèmes. Oui, on sait bien, et d'ailleurs on travaille avec des professionnels qui sont dans le public, l'associatif et le privé et qui nous disent bien qu'il y a des problèmes partout. On est au courant. Juste nous, on se dit justement parce que les secteurs sont en tension et qu'il y a des problèmes partout, si vous rajoutez la marchandisation et la recherche de profit, là vous faites tout exploser et vous arrivez à des situations catastrophiques. Deuxième question intervention sur laquelle je rebondis, la question des professionnels et du public racisé. Moi je pense en effet que c'est un sujet francilien, que entre les établissements d'accueil de jeunes enfants et l'accueil des jeunes enfants en général entre l'Île-de-France et le reste de la France, on n'est pas dans la même situation. Alors d'ailleurs, moi, des déplacements que j'ai faits, des rencontres que j'ai fait, on est sur un public racisé, pas forcément immigré d'ailleurs, parce que souvent en fait c'est des Françaises depuis même plusieurs générations, mais c'est vrai un public racisé. Et là, ça doit, comme plein de sujets, nous faire entamer une réflexion avec une grille d'analyse intersectionnelle, c'est-à-dire à la fois antiraciste, à la fois féministe, et même si je reformule un sujet qu'on aborde depuis le début. Si on veut mener un combat féministe qui soit intégral, évidemment, il faut se battre pour ouvrir des places en crèche, pour que les femmes qui souhaitent poursuivre leur carrière professionnelle puissent mettre leurs enfants dans ces crèches et reprendre du travail. Oui, ok, c'est un combat féministe essentiel, et d'ailleurs, il n'est pas abouti, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de places en crèche. Mais si on s'arrête à ça, c'est-à-dire que si on se préoccupe, entre guillemets, juste de ces femmes qui ont besoin de trouver une place en crèche pour pouvoir continuer leur carrière, mais qu'on ne se pose pas la question qu'il y a d'autres femmes, souvent plus précaires, et pas partout, mais en tout cas en Ile-de-France, c'est le cas, racisées, qui du coup se voient sous-traiter la question de l'accueil des jeunes enfants, mais dans des situations plus dégradées, on a manqué le coche, ou en tout cas le combat féministe il n'est pas complet, et on s'est occupé qu'une partie des femmes, et ce qui est évidemment pas l'objectif. Donc il faut qu'on arrive à voir ça complètement, et y compris je pense un des sujets récurrents depuis tout à l'heure entre quantité, qualité, etc. Ça révèle aussi un peu de ces tensions là. Donc moi je pense que ce sujet il doit être abordé de la façon la plus globale possible, et l'outil d'analyse politique intersectionnelle à mon avis peut aider à répondre à ces questions, en tout cas y apporter la bonne réponse politique. Voilà, je m'arrête là pour qu'on puisse prendre une dernière série, encore 3-4 questions. Tu veux bien le faire juste après et nuancer, me le contredire, n'hésite pas. Oui, bonjour. Voilà, alors je voulais faire, je ne sais pas si c'est des questions ou des réflexions. Moi, cette conférence, ça me fait beaucoup. J'ai vu un parallèle qui est vraiment très fort avec les établissements de retraite pour les personnes âgées, les EHPAD. Et j'ai l'impression que quand les personnes ne sont pas encore autonomes ou quand elles ne le sont plus, elles sont peut-être plus démunies, peuvent moins se plaindre. Et il y a des systèmes qui sont mis en place qui sont particulièrement impitoyables vis-à-vis d'elles. Et puis pour tout ce qui est subvention au privé de la part de l'État, donc de la part normalement d'un secteur qui, même si sans vouloir être réducteur, devrait être principalement public, et en tout cas de l'intérêt général, moi j'ai l'impression que ces crédits d'impôt et tout, c'est comme si on permettait à des gens envers qui nos dirigeants sont bienveillants de mettre la main dans la caisse et de se le mettre dans la poche. Donc voilà, et puis bon, c'est à peu près tout. En tout cas, voilà. Merci.
Bonjour. Moi, j'ai une question, c'est par rapport aux parents, en fait, pour vraiment se rendre compte de la maltraitance dans les crèches, parce que c'est un milieu, c'est un microcosme très fermé. Les enfants qui ont 0-3 ans, bon, certains commencent déjà à parler, mais pour les petits, et concrètement, comment on peut se rendre compte qu'il y a de la maltraitance? Merci. Bonjour, j'ai une question qui portait plus sur les formations. Comment sont formés actuellement les soignants donc moi j'ai passé mon BAFA d'ici 2 ans et je voulais me retourner à travailler en centre de loisirs, donc plus avec des 3-5 ans ou des 6-11, et je n'avais pas du tout pris conscience du travail qu'il y avait sur la petite enfance. Et je me demandais comment c'était possible, par exemple, s'il y avait des passerelles entre les de centres associatifs et les éducs de la petite enfance. Voilà. Bonjour. Une question qui rejoint ce qui a déjà un peu été dit sur... vous m'entendez bien? Oui. Sur le fait que, évidemment, ce sont des métiers féminisés, parfois qui recrutent des personnes racisées selon les endroits, etc., parfois précaires, parfois dans des conditions de travail difficiles. Et je me demandais si, de par vos activités ou à travers le rapport parlementaire, vous aviez une idée du taux de turnover, en fait. Quelle est la durée de carrière d'une personne qui rentre en professionnel de la petite enfance? Parce que évidemment, on manque de personnes formées, mais j'imagine que si les gens ne restent pas sur la durée, non seulement elles n'auront pas le temps de se former par la pratique, par des formations complémentaires, etc., et qu'on repart de zéro à chaque fois. Donc ça, c'est une question que j'avais. Et la deuxième, c'est juste une remarque, mais qui rejoint, on l'a dit, il y a des ponts avec de nombreux autres métiers précaires, mais le cas de beaucoup de métiers qui sont liés au service et au service à la personne. Ça peut être le cas des femmes de ménage, ça peut être le cas des aides à domicile. Mon enfant, j'ai l'impression qu'on est beaucoup de parents ici, mais mon enfant à moi était en crèche à Paris, et devinez quoi, ils avaient du mal à recruter comme partout. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui a le choix entre être professionnel à son compte ou dans une autre crèche où ça recrute, qui a envie de se taper 2 heures de transport en commun pour venir travailler dans Paris. Moi, je le ferai pas. Et donc, sans surprise, ils avaient du mal à trouver du monde. Et donc, je pense que ça remet évidemment aussi en question les politiques salariales et qu'est-ce qui fait l'attractivité, et qu'est-ce qui fait aussi que quand on a ce type de boulot, on n'est pas en capacité de se loger dans une grande ville où pourtant il y a beaucoup de gens qui, eux, ont des bons salaires, des bonnes carrières et qui cherchent à faire garder leurs gamins. Non, je voulais juste nuancer le propos sur le féminisme. Parce que il y a le fait de pouvoir reprendre son travail, c'est certain, mais le vrai sujet, c'est d'avoir le choix en tant que mère. C'est-à-dire si on a envie de rester avec son bébé, qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions, parce que c'est pas, les bébés qui arrivent à 2 mois et demi à la crèche, bon, c'est une opportunité qui est possible, mais c'est quand même pas la panacée. Passer 50 heures en collectivité à un si jeune âge, c'est quand même pas quelque chose que nous on préconise en termes de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pour les bébés, quoi. Ça existe et les professionnels font du mieux qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont, mais voilà, c'est surtout d'avoir le choix et de pouvoir faire ce choix de façon délibérée et qu'on nous donne les moyens de pouvoir faire ce choix. Voilà. Se rendre compte de la maltraitance, les comportements des enfants, en fait. C'est-à-dire que souvent, des enfants qui allaient bien pendant un certain temps se remettent à mordre, à pleurer dès que vous voulez le laisser à la crèche, à hurler et à pas vouloir rentrer, par exemple. C'est ces comportements-là. Et après, il faut poser des questions. Il faut demander le projet d'établissement, le projet éducatif. Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que, mesdames, vous avez des temps de réunion hors présence des enfants qui se font pas le samedi matin ou le vendredi soir de 18h à 21h, quoi, etc., etc. C'est ça qu'il faut faire. Et les parents n'osent pas parce qu'il y a une certaine omerta et qu'on n'ose pas dire et qu'on a toujours peur de perdre sa place de crèche si on demande quelque chose. C'est comme à l'école, ça. On a toujours peur de venir voir l'enseignant parce qu'on ne sait jamais s'il allait faire des représentations sur nos enfants, quoi. Je suis enseignante, donc j'en parle tranquillement. Et sur les conditions salariales, sur les formations, on pourra te répondre après si tu veux. Mais sur les conditions salariales, oui.
Maintenant, on négocie dans la petite enfance. Ça n'existait pas. Dans certaines régions, notamment la région parisienne, on est amené à pouvoir négocier son salaire. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, tellement la pénurie est forte. Pour essayer de ne pas faire doublon, par rapport à la situation et ce qui se passe dans les EHPAD, c'est sûr que on a affaire dans les deux cas à des publics vulnérables. Et je sais qu'il y a des écrits aussi qui existent là-dessus et qui démontrent que s'occuper des tout-petits et des personnes âgées, c'était des missions qui étaient confiées aux femmes et qui se sont professionnalisées. Et du coup, avant, les femmes le faisaient gratuitement. Bah, on va quand même pas les payer pour ça. Donc, voilà, c'est des métiers qui mettent énormément de temps. J'espère qu'un jour, on pourra dire que les métiers du soin, du lien, ce seront vraiment des métiers qui seront mis en avant. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas encore le cas. Par rapport au turnover, alors durée de carrière, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on voit de plus en plus des personnes qui quittent le secteur ou qui veulent se lancer effectivement à leur compte. On n'a pas pu rentrer dans le détail de plein de choses, mais il y a la possibilité aussi de créer des maisons d'assistantes maternelles. Donc, on parle même des fois de MEJ, des maisons d'éducateurs de jeunes enfants, des personnes qui veulent créer... être à leur compte. Et en tout cas, en termes de turnover, c'est sûr que dans le secteur privé, bouger est assez facile. Un mois, on dépose une lettre, un mois de préavis et on s'en va. Là où le secteur public a vu la déréglementation arriver et a connu avant. Et je me souviens même d'élus qui étaient très fiers d'annoncer qu'ils n'appliqueraient pas le décret Morano parce que justement, ils voulaient maintenir une qualité d'accueil et qu'ils ont connu avant la déréglementation et qu'il y a un sens du service public qui veut que, normalement, bien sûr qu'il y a des questions de réduction de budget et tout ça, mais en tout cas, il n'y a pas de notion de rentabilité. Et c'est sûr que dans le privé, on a vu arriver des équipes où il y a un turnover très important. Et la question du logement, l'attractivité, ça c'est des vrais sujets. Je pense qu'on manque de temps pour en parler, mais pour être dans la fonction publique, il faudrait aussi que les élus se posent des questions sur l'accès au logement de certains professionnels qui viennent effectivement. Moi, je travaille dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, qui est un département assez riche. Il y a des personnes qui viennent des départements du nord de l'Île-de-France, qui traversent tout Paris, qui font 2 heures. Enfin voilà, c'est des vrais sujets qui sont extrêmement importants aussi. Merci Émilie. Écoutez, 2 mots pour conclure. En fait, je vais rebondir sur la nuance apportée par Julie, parce que en fait, sur ce point, je pense qu'on est complètement d'accord. Il y a la question du choix des parents qui est centrale. Bien s'occuper des enfants, c'est évidemment laisser le choix aux parents sur le fait de les placer dans un mode d'accueil collectif ou individuel, ou le fait de continuer à s'en occuper. Donc du coup, ce que tu dis, et tu as bien raison, il y a la question de l'allongement d'un congé paternité-maternité avec un véritable niveau de salaire qui doit être au cœur, nous, de notre projet, du programme qu'on défend. Et d'ailleurs, moi, ma conviction, c'est que il faut aussi, d'une certaine façon, que la gauche se l'approprie dans toutes les batailles qu'elle a menées, parce que je pense que c'est une bataille de réduction du temps de travail. On se bat pour réduire le temps de travail avec la retraite, considérant qu'à partir de 60 ans, il faut qu'on soit libre de faire plein de choses, d'ailleurs de s'occuper des petits-enfants, entre autres, de s'engager dans une association, de faire de la randonnée, de profiter de la belle vie, j'en sais rien, excusez-moi pour les caricatures sur la retraite, mais qu'on doit avoir du temps libéré à ce moment. On se bat aussi, ça c'est aussi une bataille d'actualité, pour libérer du temps de travail salarié pendant la jeunesse et pendant les études, parce qu'on considère qu'il n'est pas normal que beaucoup de jeunes aient à galérer de faire l'université ou la formation professionnelle et de cumuler ça avec un autre emploi, et que par une allocation d'autonomie, il faut leur libérer du temps pour pouvoir se consacrer aux études. Et sans que ce soit exhaustif, mais il y a un autre temps de la vie qu'on a besoin de davantage libérer, c'est le moment où les parents accueillent un jeune enfant. Et il faut que ce temps-là, il soit libéré de l'activité salariée pour que, s'ils le souhaitent, les parents puissent se consacrer à leur 1, 2, 3, le nombre qu'ils veulent d'enfants qu'ils ont. Donc cette question de liberté du choix, et donc il faut congé paternité, maternité d'une durée importante avec un niveau de revenu qui soit important, je le partage totalement. Moi, ma réflexion, elle était dans l'autre choix, quand il y a des parents, et notamment des femmes, qui veulent reprendre une activité professionnelle assez rapidement, que du coup, ce choix-là de mettre leur enfant dans un mode d'accueil se fasse pas au détriment des femmes qui sont dans le mode d'accueil. Et ça, j'insiste là-dessus, je reprends vraiment la casquette insoumis. Vraiment, c'est important si on veut avoir un prisme où on s'adresse à toute la société.
Et pas seulement, y compris, et pas seulement à ceux qui se font le plus entendre auprès des pouvoirs publics, auprès du maire pour dire moi j'ai besoin d'avoir une place en crèche, mais qu'on entende aussi celles qui sont un peu plus invisibilisées d'habitude, qui sont les professionnels dans ces établissements qui ont du mal à faire aboutir leurs revendications. Je le dis comme ça pour que nous, en tant qu'insoumis, politiquement, électoralement, on y pense, c'est 400 000 personnes. Il y a 400 000 femmes dans la société qui sont dans ces métiers de l'accueil des jeunes enfants dans les établissements d'accueil. Donc il y a du monde auquel les politiques s'adressent peu, qui est un secteur très féminisé, très précarisé, et ces gens-là, et ces femmes-là, il faut qu'on arrive à les défendre, et ça doit être dans un projet global au service de l'enfance, au service de la parentalité. Il faut qu'on n'oublie personne sur le chemin. Voilà. Donc s'il y a peut-être une ouverture, continuons à travailler là-dessus, élargissons peut-être à la question de la parentalité. Ça peut être voilà. Je lance une bouteille à la mer pour les amphis de l'année prochaine. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse un atelier sur la question de la parentalité qui nous permettra d'élargir un peu cette discussion. Voilà, je suis sûr qu'il y a plein de parents qui sont d'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée, des bons amphis et à bientôt.